Bonjour à tous et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et ce 30e numéro du menu crowdfunding, déjà 30. Déjà 30, ça fait quand même plus de 6 mois, 7-8 mois maintenant qu'on est, je crois, sur le menu crowdfunding. Chaque semaine, on essaye de vous abreuver en nouveaux Kickstarter, GameFund et autres. Bon, là, vous l'avez vu depuis un mois, enfin peut-être un peu moins d'un mois, mais disons 2-3 semaines, on est sur un rythme un petit peu au ralenti. Ça ne va certainement pas changer d'ici le début de l'année prochaine, en fait, très certainement. À la fin d'année, c'est toujours avec les fêtes de Noël, etc. Une période où on lance un petit peu moins de projets parce que ça attire moins de monde, parce qu'on a d'autres dépenses à envisager. Bref, cette semaine encore, c'est relativement léger, mais quand même un petit peu plus fourni, un petit peu plus garni que les 2 semaines précédentes. Donc on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Allez, on commence tout de suite avec l'habituel petit détour du côté de la chaîne des Ludovores. La semaine dernière, on était à 494 abonnés et ça y est, on a dépassé enfin les 500 abonnés. Je vous en parlais depuis quelques semaines. Je pensais au tout début de la chaîne qu'on pourrait peut-être le passer d'ici la fin de l'année, mais ce n'était pas vraiment une certitude. C'est désormais fait avec un petit peu d'avance sur les prévisions, et plutôt les espoirs que les prévisions. 506 abonnés, donc un petit peu plus 12 depuis la semaine dernière. C'est pas extraordinaire, mais de toute façon, en fin d'année, il y a assez peu d'actualités vraiment intéressantes, même si on a quand même pu faire quelques petites vidéos un petit peu d'un nouveau genre. On a notamment lancé nos livres de recettes avec des règles de jeu, également le solo de Under Falling Skies par Xavier pour les gourmandises solitaires qui sont amenés à être quelque chose de redondant aussi. On va faire plusieurs vidéos de solo. Xavier a également posté, ça fait beaucoup de vidéos de Xavier en une semaine finalement, vous en avez plus que moi hein, de lui. Il a également fait un petit unboxing de Youthia Torment of Resurrection récemment, il y a quelques jours, qui a déjà accumulé 172 vues, mais sinon les autres, comment dirais-je, revues mensuelles, pas mensuelles, mais hebdomadaires, du suivi crowdfunding et du menu crowdfunding sont un petit peu en berne en ce moment, mais c'est normal, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Cette semaine sera peut-être un petit peu différente vu qu'on a pas mal de projets intéressants, même si ce n'était pas vraiment affiché dans le sondage, qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Le sondage, vous le voyez, j'avais proposé uniquement 3 projets parce que bah, il y en avait beaucoup en fait qui m'étaient passés sous le nez ou que moi, tout simplement je n'étais pas au courant de leur existence. Donc il y avait en proposition Octopus Garden, Borderlands et Harakiri. Et finalement, bah, comme prévu, on s'y attendait un petit peu. Harakiri a pris vraiment la première place d'assez loin avec 6 votes sur 9, soit donc 67%, pardon. Voilà, 67%, 22 pour Borderlands et 11 pour Octopus Garden. Donc, c'est vraiment, il a marché sur les autres, hein, très clairement. Donc, bien évidemment, on présentera Harakiri en détail. Peut-être Borderlands aussi, puisque ça reste quand même un projet assez important de par le simple fait de sa licence qui l'accompagne. Borderlands, c'est quand même un jeu vidéo qui a eu beaucoup, beaucoup de succès dans sa trilogie, si je me souviens bien. Xavier adore d'ailleurs Borderlands, mais il n'aime pas les refontes de jeux vidéo en jeux de société, donc a priori, ça ne devrait pas l'intéresser. Pour ce qui est du reste, finalement, on a plus de projets intéressants que ce que je ne l'aurais pensé au préalable, dont peut-être un ou deux projets qui se retrouveront dans les projets intéressants de la semaine et qui n'étaient pas présents dans le vote ici. Donc je ferai un petit peu plus attention pour les semaines à venir. J'avais notamment oublié d'aller voir du côté de GameFarm. Bref, quoi qu'il en soit, on se lance dans le vif du sujet avec, comme d'habitude maintenant, vous le connaissez un petit peu, le projet, le concept. D'abord, une première partie sur les mentions honorables, des petits projets qui méritent le coup d'œil, même s'ils ne méritent pas forcément qu'on s'attarde un petit peu trop longtemps sur leur sujet. Et puis ensuite, quelques projets un peu plus intéressants selon moi, mais également un petit peu maintenant selon vous, grâce à ce petit vote hebdomadaire. Je rappelle pour tous ceux qui voudraient voter, puisque certains m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment faire, que vous trouverez le lien vers la page de ce petit vote dans la description de la vidéo, donc en bas de la page. Voilà, maintenant que vous savez voter, je vous laisse aller voter, je vous laisse quelques secondes pour le faire, et puis nous, entre-temps, on se lance d'entrée avec les mentions honorables. Premier petit projet de la semaine, il s'agit de Gather Your Party, un jeu qui semble vouloir s'orienter vers un jeu à boisson, mais en fait ce n'en est pas un. C'est simplement en fait que ça se base sur l'univers des RPG, donc de la création de personnages au sein d'une taverne en fait où vous allez, bah, comme l'indique le titre en fait, hein, Gather Your Party, vous allez essayer de rassembler votre groupe de héros pour partir à l'aventure dans un RPG, sauf qu'en fait dans cette taverne, bien sûr, vous allez picoler. Donc en fait, ça se base sur un univers de RPG, mais ça n'en est pas un. Donc on est actuellement à 143 contributeurs à 12 jours avant la fin de la campagne. C'est un projet canadien. Et pour l'instant, on n'est pas financé. On est à 10 333 dollars canadiens sur 18 000 nécessaires pour financer le projet. Donc bon, on est à peu près aux 2 tiers, un petit peu moins des 2 tiers
du financement, donc ça devrait pouvoir se faire si la campagne continue bien jusqu'à la fin, si on ne l'annule pas, pardon, d'ici là, ça devrait pouvoir se faire. Ça nous vient de Ryan Dawson, dont c'est le premier projet apparemment. Et donc, comme je vous le disais, donc, il s'agit d'un petit jeu très très simple, 2 à 4 joueurs, 20 à 30 minutes, dans lequel vous vous retrouvez dans une taverne au milieu d'autres potentiels héros susceptibles de vous rejoindre pour partir à l'aventure. Et en fait, vous allez essayer de picoler pour vous faire des nouveaux amis et possédant différents archétypes des personnages de RPG qu'on a l'habitude de voir. Vous pourrez également gagner de la réputation, partir faire quelques quêtes également. Bref, c'est un petit jeu très, très simple avec une allure, là vous le voyez aussi, assez minimaliste, hein. C'est pas quelque chose de grandiose, qui crie, millions de budget. Non, c'est vraiment un jeu fait, comment dirais-je? Avec simplicité, avec modestie disons. C'est un jeu très humble dans ce point de vue-là. Mais ça pourrait être assez fun. Je ne sais pas trop ce que ça peut valoir véritablement sur la table, mais bon, le concept est marrant. Pour ce qui est des pledges, on en a un à 25 pour avoir le jeu de base. Donc le jeu de base sans rien d'autre, si ce n'est quelques stretch goals bien évidemment. Vous avez aussi une version un petit peu augmentée à 40 qui proposera quelques extensions supplémentaires, à savoir une extension mage et minstrel, qui sont des minestrels, des troubadours, ainsi que l'extension tacticien et trésor, mais également quelques items purement Kickstarter exclusives qui viendront se joindre au jeu également. Pour 15 de plus, ça fait un petit peu cher, mais je ne sais pas en quoi les deux extensions, donc Mage et Minestrel, et Tacticien et Trésor, apportent véritablement en plus, puisqu'on n'a pas de détails véritablement quantitatifs du matériel, donc je ne saurais pas vous dire. Pour les stretch goals, pour l'instant, rien de débloqué, puisque le jeu n'est pas encore financé. Pour ce qui est du shipping, des frais de port, si vous êtes au Canada, bien évidemment, ce n'est pas très cher, puisque c'est un projet canadien, donc 10 canadiens. Si vous êtes en France, en Belgique, ou je ne sais quoi, Luxembourg, etc., il vous en coûtera plutôt 20 canadiens. Sachez que quand même, le dollar canadien sont moins élevés que les dollars américains, donc 20 canadiens, ça doit être de l'ordre de, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça doit être à 13-14 €, je pense, environ. Voilà, vous avez un petit aperçu des prototypes, rien de très affriolant là-dessus. Et ma foi, c'est assez court, il n'y a pas grand-chose à dire pour Gather Your Party. Si vous êtes fan de RPG et que vous voulez un petit jeu, entre guillemets, d'ambiance, même si ce n'est pas un jeu d'ambiance à proprement parler, Gather Your Party devrait faire l'affaire. Ceci dit, attention, jeu canadien, mais pas de version française. Donc actuellement, Gather Your Party est à 10 000 $ canadiens accumulés, 143 contributeurs à 12 jours de la fin de la campagne. Ce n'est pas encore financé, mais ça devrait pouvoir se faire. On continue avec Octopus's Garden, A Beautiful Game Beneath the Sea, qui rappellera certainement à quelques personnes une vieille chanson Disney. Sous l'océan, sous l'océan. Donc Octopus's Garden, c'est un jeu qui était déjà existant au préalable et qui en fait connaît une refonte par Maple Games avec le même auteur. C'est une auteure ou autrice selon la façon dont vous voulez le dire, qui possède également, attention, une version française. Donc ça c'est toujours un plus. On est actuellement à 210 contributeurs à 17 jours de la fin de la campagne et le budget nécessaire est déjà atteint. On est à 8 120 $ sur 4 000 nécessaires. Il faut bien dire que le seuil de financement prévu était quand même relativement bas. Est-ce que c'était vraiment réaliste? Je ne sais pas. Est-ce qu'on verra encore une annulation surprise malgré le financement du projet? À voir, c'est pas impossible, on l'a vu pas mal de fois ces derniers mois, mais bon, a priori, ça devrait pouvoir marcher sans problème. Alors, Octopus's Garden vous propose, pour ceux qui ne connaîtraient pas la première version sortie en 2010, il y a déjà plus de 10 ans, c'est un jeu où vous allez construire, en fait, comme l'indique le titre, le jardin de votre poulpe, en gros, parce que oui, les poulpes sont jardiniers, pourquoi pas, après tout. En fait, simplement, vous allez acquérir différents petits tokens que vous voyez ici, représentés par des petits cercles, que vous pouvez ajouter n'importe où dans votre jardin. Ils vous fourniront différentes ressources, ils vous empêcheront d'en accumuler d'autres, etc. Bref, il faudra par exemple 3 algues d'un certain type pour pouvoir attirer des poissons clowns, par exemple, ou une autre plante pour attirer des poissons, enfin pas des poissons, mais des hippocampes, par exemple. Vous pourrez aussi recueillir des perles qui sont en fait la monnaie du jeu, si on veut. Vous les voyez ici d'ailleurs, les perles. Bref, tout un tas de petits animaux à aller attirer en plus des hippocampes et des poissons clowns, puisqu'en fait certains seront débloqués, on le voit ici par exemple, avec les stretch goals, on aura d'autres animaux qui viendront s'ajouter au jeu. Bref, pour l'instant,
voilà, revenons ici aux informations de base. On est sur un petit jeu très familial, 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pas de mode solo, attention, pour des parties d'environ 40 minutes. Donc relativement ramassé, c'est pas très, très long. Et donc le design est par, Roberta Taylor, donc une auteure. Donc je répète, hein, version française, même si vous aurez certainement vu le petit drapeau rotatif qui a plu à tellement de monde. Bref, pour ce qui est du prix, parce qu'on passe rapidement sur le gameplay, il ne s'agit d'une mention honorable. J'ai déjà rappelé un petit peu comment ça se passait, hein. On va avoir un petit peu de, comment dire, de sélection de ressources, de pose de ressources, de gestion de ressources également, un petit peu de set collection, puisque vous allez devoir accumuler certaines ressources pour pouvoir aller ajouter un certain type d'animal, par exemple. Donc, bon, vous aurez un peu compris comment ça fonctionne. Alors, le pledge de base, on va le retrouver un petit peu plus bas. Il était à 35 si je me souviens? Je l'ai raté. Revenons un petit peu sur nos pas. Voilà, ici, basic pledge, 30 contre 45 une fois qu'il atteindra les boutiques. Donc apparemment, ça semble s'orienter vers une réduction du prix relativement intéressante pour ceux que le jeu intéresse. Donc 30 $ pour voilà, ces 4 plateaux individuels qui composent votre jardin unique. Ensuite, on aura une huître qui viendra abriter les 40 perles, qui sont donc un peu la monnaie du jeu. Un plateau de marché, puisque vous irez sélectionner une colonne ou une rangée à chaque tour, ou bien aussi une perle pour pouvoir ensuite éventuellement acheter quelque chose sur le marché, bien évidemment. Un plateau avec du scoring, et puis ensuite des animaux, des tokens dans tous les sens. Ma foi, je crois que c'est à peu près tout, puisqu'il n'y a pas de version Deluxe. Je ne crois pas, non, c'est tout, hein. Par contre, attention, vous pouvez aussi aller tester le jeu sur Tabletopia. Par contre, en général, ce n'est qu'en anglais sur les versions Tabletopia, donc il y aura bien une version française, mais pas en test actuellement sur Tabletopia. Voilà, vous pourrez aussi découvrir un petit peu le how to play, donc le gameplay, comment ça se joue. Donc, allez choisir une colonne ou une rangée en chaque début de tour selon les perles qui sont en votre possession, puisque les perles, je le répète, sont un petit peu la ressource principale pour aller acquérir des choses sur le marché. Ensuite, vous placez vos tuiles sur le plateau individuel. Elles vous permettront, selon leur nombre, d'aller accueillir tel ou tel biome, disons, tel ou tel poisson, tel ou tel animal, hippocampe, je ne sais pas trop comment on classe ça dans un poisson ou pas, c'est un vertébré, je ne sais pas, bref. Enfin oui, c'est un vertébré, mais je ne sais pas dans quelle catégorie classer. Bref, aucun, on s'en fout. Donc, passons directement maintenant aux frais de port. Les pledge levels, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc c'est de 30 $ pour le jeu de base. Après, c'est du retail directement, il n'y a pas de version deluxe, donc passons directement au shipping. Voilà le shipping. Canada, 13 $ pour une copie, 36 si vous en voulez 6. Il y a moyen de faire des pledges groupés intéressants. Pour la France, c'est encore plus intéressant. Donc projet canadien, mais finalement, le frais de port est encore plus réduit pour la France. Allez savoir pourquoi. Il y a toujours des raisons, peut-être les proximités de centres de distribution, par exemple, je ne sais pas. Mais pourquoi c'est plus cher au Canada qu'en France? On peut se poser la question. Bref, ça nous arrange plutôt, nous qui sommes généralement plutôt français, si j'en crois les statistiques de la chaîne. 8 $ de frais de port uniquement pour une copie, 18 $ si vous en prenez 6. Donc là, vraiment, si ça vous intéresse, essayez de faire un pledge groupé, ça vous sera vraiment, vraiment rentable théoriquement. Même pour les autres pays de la zone, hein, d'ailleurs, hein, Luxembourg, Suisse, on reste sur du 12, 14, Belgique pareil. Donc c'est relativement intéressant. Les frais de port ne sont pas trop onéreux. Nous, pour le Japon, par curiosité, ce serait 18 $. Voilà. Et vous devriez théoriquement recevoir le jeu en novembre. Et puis, vous ajoutez le D6 pour connaître le nombre de mois de retard, comme d'habitude, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Octopus's Garden. Petit projet canadien qui a l'air assez charmant visuellement parlant, même si en termes de gameplay, ça ne révolutionne pas grand-chose. Mais bon, est-ce qu'on demande forcément à un jeu de révolutionner son genre? Peut-être pas. Mais bon, on aurait peut-être aimé un petit peu plus de unicité, quelque chose qui démarque un petit peu de la concurrence. En tout cas, voilà pour Octopus's Garden, 210 contributeurs, c'est financé à 17 jours de la fin de la campagne. On continue très brièvement sur Ski Jumping, un jeu sur le saut à ski. Il fallait bien que ça existe. Je ne sais pas si ça existait déjà, mais en tout cas, bon, c'est ambitieux de lancer un projet sur un sport aussi peu, comment dirais-je, vendeur, tout simplement, que le saut à ski. Donc 41 contributeurs, bon, bah, quand même, ça attire quelques personnes, mais ce sera très loin d'être suffisant puisqu'ils ont fixé un seuil de financement à 50 000 € et qu'on est actuellement à 3 412 €. Bon, il reste 24 jours, certes, mais bon, là, la première semaine de la campagne va s'achever, ce qui veut dire qu'on va entrer vraiment dans le ventre mou de la campagne, ça va avancer beaucoup plus lentement. Donc là, ça sent très fortement l'annulation d'ici les heures ou les jours à venir.
pour ce petit projet qui nous vient de République tchèque et plus précisément de MM Board Games. Bon, je vous laisse un peu découvrir ça. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 6 ans et plus, donc très familial a priori. Pour des parties de 20 à 180 minutes, la fourchette est très très large parce qu'en fait, il y a différents modes de jeu. 20 minutes, c'est si vous faites une course en gros à 2 joueurs. 180 minutes, c'est si vous faites un tournoi entier avec 4 joueurs qui plus est. Donc bon, c'est plutôt une question de nombre de joueurs qui va influencer fortement la durée de la partie. Vous le voyez, il y a même une tour pour le saut à ski avec également un skieur sur la piste. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt en termes de gameplay véritablement. C'est vrai que ça donne une certaine présence sur la table, mais je me demande si c'est vraiment quelque chose de nécessaire, puisque c'est généralement plutôt un jeu qui s'oriente vers de la gestion de main de cartes, et puis également des sliders que vous voyez ici. Hein. Vous aurez différents skieurs. Vous les voyez d'ailleurs ici, hein, il y en aura 4 hommes et je crois 5 femmes, oui c'est ça. Et dans chaque plateau individuel, des sliders, je trouve ça assez unique certes, mais assez vilain d'avoir à tirer ces petites languettes pour faire évoluer les statistiques de notre skieur. Pas du tout convaincu par ce mécanisme. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas, j'en ai pas vu jusqu'à présent dans d'autres jeux de ce genre. Enfin, j'ai pas vu de jeux de ce genre de toute façon, c'est sûr. Mais les languettes, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure utilisation des plateaux double épaisseur que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Bref, vous me direz votre avis. Visuellement, c'est pas non plus fantastique. Hein, je trouve les dessins assez bizarres. Là, ça me fait un peu penser à l'attaque des Titans pour le visage de certains des skieurs. Bon, vous me direz. Je suis peut-être un petit peu trop virulent sur ce projet. J'apprécie, je salue l'originalité du thème, d'autant que ça a l'air d'être relativement bien pensé. Hein. Ici, on voit les statistiques des différentes inclinaisons de pistes qui amènent également leur lot de conditions de saut, etc. Mais ça a l'air d'être un truc vraiment très, très, très de niche. Et visuellement, c'est pas folichon. Alors, on aura aussi une figurine plastique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais ce n'est pas la seule, on en a d'autres. Hein. Dans le Pledge Deluxe, vous aurez 4 ou 5 autres miniatures qui font de la muscu, par exemple. Hein, vous le voyez ici. Est-ce qu'elles sont bien nécessaires? Je suis vraiment pas persuadé. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. En plus, elles sont pas magnifiques. Hein. Bon, elles sont pas vilaines, mais elles sont pas magnifiques et je suis pas sûr qu'elles soient vraiment essentielles. Ensuite, vous aurez 64 cartes, mais là encore, je trouve que la direction artistique n'est pas folichonne, hein, très honnêtement, c'est pas très joli. Mais bon, ce n'est qu'un avis personnel et je serais loin d'être capable de faire la même chose. Je suis vraiment un piètre dessinateur, donc je leur lance pas la pierre, mais bon, moi je n'essaye pas de vendre un jeu, donc j'ai le droit encore de donner cet avis-là. Bref, 20 cartes d'équipement également, vous découvrirez un petit peu tout ça par vous-même, hein. Là, je n'ai pas besoin de vous expliquer le tout non plus, on reste dans une mention honorable uniquement. Il y aura même un trophée également dans le Pledge Deluxe en miniature 3D. Bon, ça, pourquoi pas, ça peut avoir son intérêt en soi. Mais je trouve que c'est largement surproduit, en tout cas dans la version Deluxe, pour ce que ça propose en termes de gameplay en fait. Ensuite, les niveaux de pledge, parce que les stretch goals, il n'y en a pas évidemment, parce que ce n'est pas financé. Niveau de pledge, en fait, il n'y en a pas affiché, je crois, donc on va aller directement ici. Hein. C'est 75 € le prix de base. Et là, ça picote sévèrement, puisque je le rappelle, ce n'est pas le pledge Deluxe qui est ici, à 99 €. 75 €, vous avez une miniature, je crois, ou deux peut-être, ce qui est très peu, plus des cartes essentiellement, et puis donc la tour pour monter la piste de saut. Matériellement parlant, ça vaut pas 75 €. Hein. Je suis pas du tout convaincu, surtout qu'ils ajoutent aux 75 € la valeur de tous les stretch goals ajoutés, sauf qu'on n'a aucun stretch goal et que ça risque pas d'en faire des masses. Donc 75 €, je pense que c'est en grande partie l'une des raisons pour lesquelles on ne va pas financer. Et si vous voulez le patch deluxe avec les 4 ou 5 miniatures que vous avez vues qui font de la muscu, parce que pourquoi pas? Mais pas seulement, hein. Il y a aussi un tapis de néoprène qui vient s'accompagner, enfin pouvoir remplacer le plateau par un tapis de néoprène, devrais-je plutôt dire. Ça bondira à 99 €. Donc c'est très cher pour ce que ça propose malgré tout. Bref, le shipping, pour ceux qui malgré tout seraient intéressés, même s'il y a de fortes chances que ça ne finance pas. Pour la France, ce serait 15 € de frais de port. Pour les autres pays de l'Union européenne francophone, ce serait du 20, sauf la Suisse, potentiellement 10. Mais après, ma foi, au Canada, vous savez, 24. Au Japon, tiens, on a un cran pour nous tout seuls, 35 € pour le Japon. Allez savoir. Bref, je ne suis pas du tout convaincu par
le prix, le ticket d'entrée, comme on dit, de ce jeu ski jumping, même si je salue encore une fois le concept assez unique. Par curiosité, je vais voir le nombre de backers français. Il y a quand même 2 backers japonais, ou en tout cas vivants au Japon, et visiblement aucun en France, ou peut-être un, mais il est caché quelque part. Voilà pour ce qui est de ski jumping, projet qui va vraisemblablement rejoindre les projets annulés dans le prochain suivi du menu crowdfunding. Le petit projet japonais de la semaine, il en fallait bien un. Il s'agit ici de Beast Rides. Alors oui, on prononce Bi apparemment, hein, selon le katakana qui est ici, Beast Raido. Donc Beast Ride et non Best Ride par exemple. Un jeu assez unique dans son concept, qui vous propose en fait d'incarner un héros et sa monture. Et vous allez choisir en début de partie un héros ainsi qu'une monture, et vous pourrez l'ajouter le héros sur la monture avec une carte transparente, en fait, ce qui est assez sympa en termes de concept, pourquoi pas. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Vous voyez, donc les montures avec leur carte transparente, et par-dessus, vous allez ajouter le héros. Ça donne un truc comme ça, en fait. C'est pas magnifique à regarder, mais bon, ça fait le job, c'est honnête, quoi. Est-ce que je peux vous retrouver des images un peu plus parlantes à ce niveau-là? Je crois y en avoir vu, mais en fait, peut-être pas, hein. Bref. Faudra vous contenter de ces quelques images, donc on voit un petit peu de loin, mais bon, vous le voyez sur sa monture. Bon, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Le projet est disponible en anglais, qui plus est. C'est un petit jeu qui se joue de 2 à 10 joueurs, donc ça peut accueillir quand même pas mal de monde, pour 8 ans et plus, donc très familial, pour des parties de 30 à 45 minutes. C'est un jeu de Battle Royale, donc en gros, c'est chacun pour sa peau, et on se marave la tronche les uns les autres. Bonne nouvelle aussi, c'est déjà financé, malgré un petit 74 contributeurs à 27 jours de la fin de la campagne. Alors comme je suis au Japon, ça s'affiche en yens, mais vous ne voyez pas la conversion, bien évidemment. L'objectif était de 250 000 yens, soit environ 2000 euros, un petit peu moins, 1800 euros en gros. Donc là, ils sont à 330 000, soit environ 2700, peut-être 2600 euros environ. Mais bon, c'est financé, donc peu importe. Alors, Beast Ride, je vous le disais tout à l'heure, c'est un jeu, bon, toujours japonais, donc assez minimaliste en termes de matériel, hein. On a quelques cartes, quelques sleeves pour pouvoir mettre le héros sur sa monture, 2D custom, et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Donc, c'est très très simple, et ça permet d'avoir des jeux relativement abordables en termes de prix également. Alors, vous avez aussi dans le pledge 2 sortes de pailles. Ça ressemble fortement à des pailles, mais en fait, c'est ce qui vous permet de déterminer votre shooting range, donc votre portée. Puisqu'en fait, chaque héros va s'accompagner, vous le voyez ici, d'un champ de portée, de vision, en fait, qui lui permet d'attaquer sur sa monture, en fait, tout simplement. Et pour le déterminer, puisque vos cartes seront amenées à se déplacer sur la table via les petites cartes que vous voyez ici, avec shoot, ou bump, ou move, ou turn, par exemple, il y a différentes cartes qui vous proposent de vous déplacer sur la table. C'est pour ça que les cartes ont l'air un petit peu comme ça, posées de manière un petit peu archaïque, pas du tout archaïque, mais anarchique, pardon, excusez-moi, sur la table, parce que en fait, vous allez les déplacer grâce à d'autres cartes. Et ça, c'est assez ingénieux, et j'avoue que j'ai assez rarement vu, pour l'instant, ce mécanisme de déplacement qui ne nécessite pas de tapis, qui ne nécessite pas d'emplacement sur un plateau, ni de tuiles hexagonales. Simplement, vous posez votre carte sur la table, et à partir d'autres cartes, vous allez pouvoir vous déplacer. Ça, c'est plutôt finement pensé, ça nécessite très peu de matériel, et du coup, l'espèce de paille qu'on a vu tout à l'heure, le petit tube, on pourra dire, vous permet de déterminer si vous êtes en capacité de shooter votre adversaire, en fait. Donc de ce point de vue-là, plutôt bien pensé. Il y aura aussi au centre un volcan qui parfois entrera en éruption, et si vous êtes trop proche de ce volcan, eh bien vous subirez des dégâts. Donc assez intéressant, pas mal de petits mécanismes qui viennent s'embrancher les uns aux autres. Ça peut être très sympa. Je n'ai pas encore testé, je ne pense pas qu'on aura le temps d'avoir un proto, si tant est qu'on ait une réponse à un potentiel mail qu'on enverrait. On verra, peut-être, ça pourrait être marrant. En tout cas, le jeu, lui, devrait être théoriquement disponible pour je crois pour j'ai perdu le nom, le Game Market, pardon, à Tokyo, au printemps 2022. J'ai vu ça quelque part sur la campagne. Voilà, c'est ça, ici, le Tokyo Game Market de avril, je crois, 2022 ou mai 2022, à Tokyo. Donc, j'en étais où, moi? Voilà, je vais vous montrer un petit peu le matériel, voilà ça. Les cubes de magma pour aller sur le volcan, les sleeves pour permettre de mettre le héros sur sa monture, ensuite 10 cartes de monture, justement de bêtes mythiques,
Les cartes de héros, il y en a 10 et elles sont donc en transparence. Ensuite, on a des cartes de skill également pour chacun des monstres, je crois, hein, pour chacune des bêtes mythiques. On pourra avoir une action unique qui généralement a une influence sur le jet de dés, vous permet de relancer un dé ou d'ajouter un troisième dé pour permettre de faire plus de dégâts, etc. Des cartes de turn, donc de tour, j'imagine, donc pour marquer les tours de jeu. Bref. Ensuite, des cartes de mouvement. Et c'est là que réside, je trouve, l'intérêt de ce petit jeu. Vous aurez des cartes qui vous permettront de vous déplacer, mais également de shooter vos adversaires, donc de tirer sur vos adversaires, ou également de leur rentrer dedans, par exemple. Donc, ce mécanisme de déplacement grâce à des cartes, en utilisant les cartes elles-mêmes pour se déplacer, je trouve ça assez intéressant et assez ingénieux. À voir. Vous me direz si vous connaissez des jeux de ce genre-là. Moi, pour l'instant, je n'en connais pas. Ensuite, on passe un petit peu sur le reste. Voilà un petit peu le contenu de la boîte. Vous voyez, c'est très minimaliste comme très souvent avec les jeux japonais. Les petits tubes pour la portée, hein, le range, les différentes cartes qu'on a déjà vues. Et ensuite, on vous explique un petit peu le gameplay ici en japonais, mais vous avez aussi une version ici en anglais. Ça a l'air d'être assez simple. Vous vous déplacez, vous attaquez. Si vous êtes à bonne distance et si votre champ de vision vous le permet, vous pouvez aussi utiliser des bumps pour essayer de rentrer dans votre adversaire. Et si jamais vos deux cartes se rejoignent, à ce moment-là, vous pourrez également profiter de cette opportunité de l'attaquer. Vous aurez également des dés pour déterminer justement les dégâts que vous êtes en capacité de lui infliger plutôt. Et puis la carte de skill que vous pourrez utiliser, notamment généralement pour modifier les dés, pour en ajouter, etc. Et à la fin de la partie, si on n'a plus de cartes, eh bien, on a perdu. Parce que oui, en fait, les points de vie, ce sont vos cartes. Donc, en gros, si vous perdez un point de vie, vous aurez également moins de possibilités de vous déplacer, de vous mouvoir. Donc, plus vous prenez de dégâts, plus il est difficile d'en générer face à vos adversaires, bien évidemment. Donc, en gros, plus vous êtes amoché, moins vous êtes en capacité de l'emporter au final. Ça, il faut voir si éventuellement il y a peut-être un mécanisme de contrebalancier pour essayer de rééquilibrer un petit peu la partie, parce que sinon, si on joue à deux par exemple et qu'il y a 3-0, pourquoi continuer jusqu'au bout? Parce que théoriquement, si vous avez 3 cartes en moins, oui c'est ça, 3 cartes en moins en main, vous avez quasiment aucune chance de l'emporter. Donc j'espère qu'il y a une sorte de rééquilibrage qui s'opère d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, j'en ai pas aperçu. Et puis donc l'obstacle avec le volcan qui peut entrer en éruption et provoquer des dégâts, ainsi que des cartes d'items en fait, qui sont des bagues rares qui vous permettent de relancer un dé ou de considérer que ce logo fait des dégâts alors que sur le dé normalement il n'en fait pas, etc. Bref, rien de très fou là, de ce point de vue-là. Les pledges, ou ici en japonais, pledgy. Vous avez le jeu de base, ce jour plein, pour 3500 yens, plus les frais de port bien évidemment, contre 4550 lorsqu'il atteindra les magasins. Donc une petite réduction de 1000 yens, soit quand même 7 € en moins, c'est pas rien pour un jeu qui coûte à la base assez peu cher, puisque 3500 yens, c'est environ 27 €, en gros, 26-27 €. Vous avez aussi le OM Plan, donc un niveau de pledge qui vous permet de, comment dirais-je, faire preuve d'un petit peu d'esprit de mécénat, dirait-on. En fait, c'est pour être un peu plus généreux, ça vous permet d'avoir la même chose, plus les stretch goals comme le jeu de base, bien évidemment, mais ça vient s'accompagner d'un petit Special 5 Toshite Setsume Shomoshiko Artwork. Ouais, donc, bref, il y a un petit artbook ou un petit message de remerciement, en fait, pour vous dire merci d'avoir participé un peu plus que les autres. Et de toute façon, c'est que 200 yens de plus, soit en gros 1,30 €, 1,20 € peut-être. À l'heure actuelle, je ne sais pas très bien quel est le cours du yen face à l'euro, mais bref, c'est pas très cher. Bref, vous pourrez aussi en prendre 3 pour réduire un petit peu les frais de port, bien évidemment. On a également ici quelques petits stretch goals, puisque le projet est déjà financé. On aura par exemple un artbook, je le mentionnais tout à l'heure dans les niveaux de pledge, un artbook de 28 pages en couleur qui sera disponible pour l'édition, pas Deluxe, mais disons l'édition ON Plan, donc l'édition un peu mécène, dirais-je. Ensuite, on a aussi débloqué une nouvelle bête, encore une nouvelle bête à débloquer prochainement. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais bref, on aura donc plusieurs nouvelles bêtes et certainement, peut-être, si on arrive à atteindre des seuils de financement assez intéressants, peut-être de nouveaux héros aussi, j'imagine. Ensuite, on vous présente un petit peu quelques-uns des héros avec leurs différents champs de vision, par exemple. Sachez que également chacun des héros aura un poids. Vous le voyez ici, le weight 1, weight 2, weight 3. En fait, je crois que c'est seulement pour déterminer
l'ordre de passage en fait, d'un tour, l'initiative en fait. Le plus léger passera donc en premier, bien évidemment, comme c'est le cas dans beaucoup de jeux de ce genre. Ensuite, ici, vous avez les différentes cartes de skill. Donc, chaque carte qui vous permettra d'influencer sur les dés ou sur les cartes, peut-être, etc. Mais bon, ça, je ne l'expliquerai pas en profondeur. Hein, ça reste un petit projet cette semaine. C'est expliqué ici hein, en anglais. Donc, si vous voulez faire un petit tour pour jeter un petit coup d'œil sur ces effets, je vous en prie. Voici les auteurs. Les frais de port, comme souvent, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas affichés. C'est souvent quand même le cas pour les projets japonais. Il faut en fait toujours qu'ils oublient les frais de port. Donc généralement, on peut théoriquement les trouver ici, souvent. Est-ce que c'est le cas encore ici? J'ai pas l'impression. Non, c'est pas mentionné ici. Peut-être en cliquant, on pourrait voir. Voilà, c'est ça, ouais. En cliquant, on peut voir selon les pays les frais de port qui s'imposent. Donc là, vous irez voir directement dans le petit ascenseur pour en apprendre un peu plus. Pour le Japon, c'est 700 yens, soit environ 5 euros. Pour la France, allons voir. La France, c'est 2500 yens, c'est le prix quasiment du jeu, un petit peu moins quand même, mais ça fait 17 euros de frais de port, c'est quand même assez cher. Donc si vous le pouvez, faites un pledge groupé, parce que sinon ça revient quand même un petit peu cher les frais de port. Rapidement, la Belgique peut-être, 2500 aussi, pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Luxembourg, 2500. Canada, je n'ai pas encore regardé non plus. Canada, pas de livraison au Canada visiblement. Donc attention, il faut regarder déjà si votre pays est susceptible de recevoir le jeu. Bref, vous me direz. Allez, juste pour le fun, on va quand même regarder Indonésie parce que je sais qu'on a un abonné en Indonésie qui commande souvent 1400. C'est un petit peu moins cher pour toi. Donc bon, un peu plus cher que pour nous en Japon, bien évidemment, mais un peu moins cher que pour les Français ou les Belges, par exemple. Donc voilà pour Beast Ride, un petit jeu avec des mécanismes assez intéressants, assez uniques, en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Ça reste, ceci dit, en termes de matériel, très minimaliste, comme bien souvent les jeux japonais, mais bon, en général, ça fait partie de leur charme également. Donc Beast Ride, 74 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne, et donc on est à 331 000 yens, soit environ 2300 euros d'accumulé. Petit détour du côté de GameFound, avec cette fois un projet qui s'intitule Spring and Autumn, Story of China, qui vous propose une expérience en 4X dans la Chine ancienne. Alors, est-ce que c'est la Chine médiévale ou la Chine presque antique? Je ne saurais trop vous dire. Le jeu est déjà financé. Avec seulement 183 backers, ils ont quand même atteint 31 000 $, ce qui peut potentiellement vous donner un petit aperçu du prix aussi. 31 000 backers, 31 000 $, pardon, avec 180 backers, c'est que le jeu doit être assez cher, mine de rien. Alors, bref, 1 à 5 joueurs pour ce jeu en 4X, jeu 4X, donc généralement assez long, bien évidemment, 120 minutes, donc environ 2 heures de partie, pour 13 ans et plus, donc un jeu d'exploration, de contrôle de territoire, de stratégie, et qui bénéficie aussi d'un mode solo, vous l'aurez compris. Donc, un 4X avec ici une jolie carte de la Chine. Alors, j'essaie de retrouver un petit peu l'époque à laquelle ça pourrait se trouver. Alors oui, c'est bien l'Antiquité, du coup, hein, 800 avant Jésus-Christ. Le Jésus-Christ chinois existe-t-il? Bref, peu importe. Bref, 800 avant Jésus-Christ en Chine, avec une très jolie carte, assez joliment illustrée. Vous voyez ici différentes zones que vous voyez découpées ici en petits pointillés. Ça fait partie des zones à conquérir, bien évidemment. Ensuite, on aura quelques tokens, un max de cartes, bien évidemment, 120 cubes d'action que vous pouvez peut-être pas apercevoir, je ne crois pas les avoir vus ici, non 260 tokens, 210 tokens militaires, 8 dés, il y aura donc bien des dés, je sais que pour les 4X, il y a des gens qui sont pour et contre l'utilisation de dés pour les combats notamment, 70 cartes relativement petites, apparemment de petite taille, 122 cartes de format plus normal plutôt, 5 playmats, attention les prix, attention le prix. Les playmats, ça va commencer à faire cher assez rapidement. Un livret de règles, bien évidemment, et puis un plateau, évidemment, aussi. Donc un plateau central peut-être pour la carte, j'imagine, et des playmats individuels peut-être, à voir. Et puis aussi toutes ces miniatures. Et là, je ne l'avais pas encore dit, mais c'est joli. On a plein de miniatures. Alors regardez ça. On a donc bien sûr des personnages, mais également des navires, par exemple, en miniature, des bâtiments dans tous les sens, avec des miniatures qui, semble-t-il, pour l'instant, ont l'air d'avoir pas mal de gueule quand même, il faut bien le dire. D'ailleurs, ça vient avec une boîte séparée, hein, les mini. Ça a l'air d'être, ma foi, assez joli. Alors, les rewards, justement, passons directement là-dessus. Vous pouvez prendre le Pledge Spring à 89 $. Celui-ci contient le jeu de base,
sans les miniatures. Vous pourrez aussi prendre pour 185 $ la version avec miniature, et là, ça commence à coûter un bras, bien évidemment, mais vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de miniatures. On aura 200 mini de militaires, en fait, hein, toutes ces miniatures que vous voyez ici en militaire, il y en aura 200. Il y aura également plus de 110 bâtiments en miniature également. Donc là, vous vous doutez bien que ça coûte extrêmement cher. Donc évidemment, ça rajoute beaucoup, beaucoup au prix, puisque ça rajoute presque 100 $ en fait de miniatures. Mais il y en a quand même un sacré paquet. Donc si vous êtes amateur de miniatures, que vous aimez peindre, vous allez avoir de quoi peindre pour un bon bout de temps avec ça. Et en plus, elles ont l'air d'être d'assez bonne facture. Et puis également, malheureusement, seulement pour les États-Unis, vous pourrez aussi obtenir Hellenica, qui était assez bien noté, si je me souviens bien, sur Board Game Geek, qui est un ancien jeu du même éditeur, si je ne me trompe pas. C'était quoi d'ailleurs l'éditeur ici? Mr. B Games. Je ne crois pas me souvenir que c'était ça, mais bon, après tout, je ne me souviens pas. Si c'est le même, ça, on voit le même logo ici, Mr. B Games. D'accord, Hellenica, qui était plutôt bien noté, si je me souviens, sur Board Game Geek. Vous pouvez le prendre également si vous êtes aux États-Unis. Mais bon, c'est assez limité. Même chose pour les mini, je pense, de Hellenica qui viennent s'ajouter au pledge pour 350 $, mais ça commence à faire très très cher. Bref, les stretch goals, il y en a déjà quelques-uns qui sont en bonne voie de financement. Pour l'instant, on a juste le jeu, rien d'autre, mais prochainement, on devrait avoir des plateaux double épaisseur. Ensuite, on aura une miniature de dragon prochainement, peut-être, si on en arrive à 50 000 $. Les règles sont ici, vous pouvez les télécharger en anglais, le jeu n'est pas disponible en français quoi qu'il arrive, en tout cas pour l'instant. Ensuite, vous avez un petit aperçu de la présence sur table, c'est quand même assez massif, hein. Soit c'est massif, soit les plateaux individuels sont minuscules, c'est possible, mais je pense que c'est plutôt la taille de la carte qui est assez massive. On a également ici un petit détail sur les plateaux individuels, qui seront vraisemblablement améliorés en double épaisseur, vous l'avez vu tout à l'heure dans les stretch goals, avec tout un tas d'actions possibles, hein, apparemment. Je ne sais pas si c'est asymétrique. Je n'ai pas vu de mention faite sur une quelconque asymétrie des plateaux individuels. On peut faire une petite recherche par mot. Non, pas de résultat. Donc, a priori, il n'y a pas d'asymétrie. Pour un 4X, c'est relativement commun, même s'il y en a avec de l'asymétrie également. Donc voilà, un petit détail de toutes les actions que vous pouvez faire à chaque tour. Bon, je ne présente pas tout le gameplay, bien évidemment, hein. Vous aurez compris 4X, généralement, un 4X, on sait après de quoi on parle. Pour le shipping, pour le Canada, vous serez entre 19 et 22 $. Pour l'Union européenne, ce sera 25 $ en plus de la TVA, 21% si je me souviens bien, en France. Bref, voilà, tout ce que je peux vous dire pour Spring and Autumn. Je ne présente pas en détail parce que le 4X, je ne suis pas très très connaisseur. Au-delà de ça, c'est un projet très cher, si vous voulez les miniatures en tout cas, mais qui a l'air d'avoir un certain potentiel. Pour ceux qui aiment les 4X, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis assez peu connaisseur. Je n'ai pas lu les règles, bien évidemment, mais ça a l'air de promettre quelques parties assez intéressantes. Donc voilà pour Spring and Autumn Story of China. 31 000 $ d'accumulés déjà avec 183 backers, et il reste un petit peu plus d'un mois avant d'avoir à prendre une décision. Et le dernier petit projet de la semaine, je suis arrivé assez rapidement, j'ai l'impression, puisqu'on n'a que 3 contributions pour l'instant. Ça a pourtant commencé le 25 novembre, donc moi je ne suis pas dans les premiers, mais visiblement ça ne fonctionne pas des masses pour Teocalli, la bataille des pyramides, un jeu de plateau mêlant stratégie et observation qui a fait son apparition sur Ulule, donc le 25 novembre dernier, qui se termine dans plus d'un mois, donc vous avez encore largement le temps d'y faire un tour. En tout cas, vous le voyez, pour l'instant, on est assez loin du seuil de financement, on est à 2%. Ça risque d'être assez compliqué pour l'instant, en tout cas. Il reste plus d'un mois, donc sait-on jamais, peut-être qu'avec cette vidéo, il y aura quelques contributeurs qui arriveront sur Teocalli, je ne sais pas. En tout cas, c'est un projet porté à bout de bras par Vincent Cambrai seul, apparemment, hein, il le dit un peu plus bas. Un jeu qui vous propose en fait une sorte de mix entre le jeu d'échecs et le jeu de dames. Vous le voyez ici, on a un plateau en relief avec différentes pyramides, donc une altitude différente selon les cases où vous vous trouvez, et bien évidemment, ça a son importance puisque l'endroit où vous vous trouvez va largement influencer les déplacements que vous serez en mesure d'accomplir. Le mouvement des pièces différent pour chacune d'entre elles sont conditionnés par la case de départ du déplacement
et la hauteur des cases du plateau. Donc ça, de ce point de vue, c'est relativement intéressant. Donc différents mouvements disponibles selon la pièce que vous essayez de contrôler, mais seulement l'emplacement où elle se place également, où elle se trouve plutôt, devrais-je dire, pour éviter la répétition. Je suis assez étonné que pour l'instant, ça n'ait attiré qu'aussi peu de monde, mais d'un autre point de vue, j'en ai jamais entendu parler. Je suis tombé un petit peu dessus par hasard en cherchant des nouveautés sur Ulule. Donc voilà, Vincent Cambrai, faites un petit peu plus de communication, monsieur, quand même. Donc voilà pour ce qui est donc du gameplay rapidement pour Theocali, et pour ce qui est du prix, ben, faut dire que ça coûte assez cher. On a un pledge à 55 € qui est en fait le jeu Theocali avec un plateau simplifié, qui comprend un plateau en bois simplifié, découpé au laser, commande numérique, servant aussi de boîte de rangement, 18 pièces simplifiées en impression 3D, 9 de chaque couleur. Mais attention, pour la version un petit peu upgradée en termes de qualité, le jeu Theocali est à 90 €. Donc là, c'est un peu plus cher. Mais bon, les très jolis jeux d'échecs sont parfois très chers aussi. Donc bon, en plus, là, c'est quand même très exclusif, hein. C'est une campagne vraiment assez, comment dirais-je, ça restera très confidentiel, je pense. En tout cas, dans un premier temps. Et donc là, l'édition à 90 € vient avec un plateau en bois usiné, avec une meilleure finition. Donc évidemment, si vous voulez upgrader un petit peu votre jeu, c'est quand même un peu plus intriguant, un petit peu plus intéressant peut-être que cette version dont l'illustration ici ne donne pas vraiment de grands détails quant à la qualité du matériel. Bref, voici pour Theocali, le petit jeu qui mélange un petit peu donc les échecs et les jeux des dames. 3 contributions, très léger, 37 jours restants, fort heureusement. On espère que ça augmentera d'ici là, mais pour l'instant, c'est un petit peu mal barré. Et voilà, c'est tout pour les petits projets de la semaine, les mentions honorables, comme on les appelle. Et sur ce, on va passer aux 4 gros projets de la semaine. C'est plus que je ne l'aurais pensé. Donc, accrochez vos ceintures, on est parti. Le premier des gros projets de la semaine, vous le voyez, il s'agit de Voyage, ou plus simplement en anglais Voyages, un print and play. Et oui, j'aime pas trop en général les print and play, mais celui-ci, je trouve qu'il a un petit côté assez original, une démarche assez originale, et apparemment, ça semble plaire à pas mal de monde, puisqu'on est déjà à 4090 contributeurs, et déjà 16 842 livres d'engrangés pour un jeu en print and play, c'est quand même pas souvent. Et il reste encore un peu plus d'une semaine avant la fin de la campagne. Vous le voyez, je suis contributeur, et vous le voyez, il n'y a qu'un seul prix, c'est 4 livres, soit environ 6 ou 7 € environ. Donc c'est vraiment pas très très cher. C'est un petit print and play qui vous propose de partir, bien entendu, en voyage, mais c'est pas vraiment voyage à proprement parler. Le mot voyage en anglais est différent de celui en français, c'est plutôt une sorte d'aventure ici dont on parle. En fait, vous partez d'un point ici que vous voyez là, le petit start qui est ici, et à partir de là, vous devez aller explorer la mer, en fait, les mers qui vous entourent. Il y a différents objectifs, il y a des petites îles, il y a même une sorte de monstre marin que vous pourrez éventuellement vaincre. Alors, c'est un jeu en roll and write, donc bien évidemment, ben, il n'y a pas de limite de joueurs, donc on voit ici un 1 à 100 joueurs, mais ça peut être encore plus si l'on le désire. Pour 8 ans et plus, bien évidemment, comme souvent les roll and write, à part quelques exceptions comme Run and Roll par exemple, un Rum and Roll qui est assez compliqué, et c'est un jeu pour 20 à 30 minutes. Alors vous avez votre petit navire et vous avez bien évidemment tracé ici une ligne pour rejoindre différents points d'intérêt, des îles, des ressources, des nouveaux marins qui vont rejoindre votre équipage, etc., etc. Tout ça sur une simple page A4 avec un set de règles très minime également que vous pourrez imprimer. Le jeu est déjà, enfin pas déjà, mais il va arriver en français. J'ai eu l'opportunité de discuter avec les petits gars de Postmark Games. L'éditeur est nouveau, certes, mais il s'agit en fait de noms déjà un petit peu connus. Peut-être Rory Muldoon, pas tellement, mais Matthew Dunstan est assez connu. Il a déjà œuvré sur bien des jeux. On verra un petit peu plus bas dans la campagne. Il mentionne certains des jeux auxquels il a participé. Certains sont quand même assez célèbres, vous le verrez. Alors, je le disais, Voyages est un jeu en print and play. On pledge, on imprime, on joue directement. Il vous faudra pour cela simplement 3 dés à 6, et puis de quoi écrire, donc évidemment, donc un stylo, un crayon de papier, etc. Et vous serez prêt à jouer à Voyages.
Vous le voyez, c'est le premier jeu de chez Postmark Games. Est-ce qu'ils s'orienteront exclusivement vers du print and play? Je ne le sais pas encore. Ici, on vous propose de devenir le capitaine d'un navire parti à l'aventure sur les mers inconnues. Vous allez utiliser différents dés pour déterminer de votre destinée, naviguer à travers les eaux pour explorer certaines zones inconnues pour l'instant, et puis affronter éventuellement certains monstres, aller dans les différents ports que vous pouvez voir en partie ici, hein, les petits logos de ports. Vous pourrez vous amarrer pour aller recruter de nouveaux membres, notamment pour enrichir votre navire et les possibilités qui s'offrent à vous, en cochant bien évidemment certaines cases comme vous le voyez ici. C'est un peu comme ça que se passe la partie. Au fur et à mesure, on va aller explorer, acquérir de nouveaux marins, mouiller dans certains ports pour obtenir certains bonus, et puis finalement peut-être ici aller vaincre un monstre légendaire en gros. Vous le voyez ici, c'est un sandbox, donc un jeu en monde ouvert, hein, en bac à sable comme on appelle, par donc Matthew Dunstan et Rory Muldoon. Vous le verrez un peu plus bas, on va essayer de le trouver tout de suite comme ça ce sera fait, mais le créateur principal du jeu est déjà assez célèbre ici, voilà Matthew Dunstan. Matthew Dunstan, vous le connaissez déjà peut-être, il a créé quelques jeux assez connus, notamment un qui a été nommé au Spiel des Jahres, il s'agit de Elysium, mais également Monumental qui est assez connu, vous connaîtrez ici peut-être la couverture de la boîte, qui avait encore une très très bonne note sur BGG me semble-t-il, si je me souviens bien. Et puis également The Dungeon, un des jeux de la série Adventure Games, et par contre Scora, je ne connais pas. En revanche, son partenaire Rory Muldoon a bossé sur certains jeux de Alley Cat Games en tant que graphic designer, mais ce n'est pas exactement un créateur de jeux jusqu'à maintenant, en tout cas ce n'était pas le cas. Alors le How to Play, vous le voyez ici, chaque tour on va prendre 3 dés qu'on lance, et à partir de ça, chaque dé va avoir sa fonction. On va prendre un des dés pour choisir la direction de son navire. Vous le voyez ici avec une rose des sables, le 5 vous permettra par exemple d'aller en bas à gauche. Donc voilà. Un deuxième dé sera utilisé pour la vitesse, donc le nombre de cases que vous pourrez franchir dans cette direction. Par exemple ici, il a choisi le 2, il avance donc de 2 cases pour bénéficier de ce petit bonus que vous voyez ici. Et un troisième dé qui sera utilisé pour les tâches à bord du vaisseau. Un vaisseau bien géré est un bon vaisseau, bien évidemment, et donc vous devrez ici compléter des petites colonnes et des petites rangées également qui vous fourniront des points supplémentaires et des bonus complémentaires également. Si vous le voyez ici un peu en zoom, vous pouvez le revoir un petit peu sur le modèle qu'on a vu tout à l'heure. C'est ici, cet emplacement que vous voyez ici, qui vous fourniront donc des bonus et des capacités supplémentaires. Ensuite, vous pourrez donc visiter différentes îles, aller gagner de l'or, vendre du cargo sur les îles ou les ports commerciaux, mais également explorer des parties des confins un peu méconnues de l'océan, voire vous concentrer sur la création d'un équipage capable de surmonter tous les éléments. Et puis finalement, vous aurez aussi à cœur de compléter certaines missions qui apparaîtront notamment en haut à gauche de votre feuillet. Voyage pour Voyages, c'est très facile à présenter puisqu'il s'agit d'un roll and write. C'est généralement des jeux assez accessibles, assez faciles à prendre en main. Vous pourrez aussi le jouer en solo. Il y aura quelques petites différences de gameplay très minimes, mais en gros, c'est la même chose. Vous pourrez faire une petite croix dans chaque petit cran de la rose des sables pour indiquer les 16 tours qui seront à votre disposition pour essayer de l'emporter au final, en acquérant plus d'or qu'un certain chiffre, j'imagine. Je n'ai pas encore pu lire la règle, mais en revanche, je vous le dis d'entrée de jeu, enfin d'entrée de jeu, ça fait déjà quelques minutes que j'en parle, l'éditeur nous a envoyé gentiment la première carte, qui est donc celle-ci, un Trade Winds Blow, donc la première carte que vous avez déjà aperçue en haut de la page, nous a été envoyée avec les règles, donc Xavier et moi vous ferons certainement une petite vidéo lundi qui sera certainement postée donc mardi dans la foulée et qu'on mettra sur la chaîne histoire de vous permettre un petit peu de découvrir le jeu plus avant, d'autant plus que, je le répète, la version française a déjà été actée plus ou moins. Ce n'est pas encore officiel, me semble-t-il, ce n'a pas encore été déclaré, mais je vous le dis, la version française sera officielle. Quelqu'un s'étant proposé pour traduire le jeu, mais bon, c'est évidemment pas très compliqué. Vous le voyez, il y a très peu de texte ici, il y aura juste le petit set de règles à traduire. En gros, c'est assez simple. Vous le voyez ici,
Votre pledge vous permettra de faire ce petit voyage, bien évidemment, sur la première map, mais vous permettra aussi d'en faire d'autres par la suite, puisque des maps additionnelles viendront s'ajouter au fur et à mesure de la campagne, mais peut-être également après, avec de nouveaux challenges. On a déjà annoncé une deuxième map intitulée Marauders Reef, et puis une troisième devrait arriver, puis 4, puis 5, peut-être potentiellement, selon le succès du jeu, bien évidemment. En tout cas, apparemment, il semblait dire dans la dernière news qu'ils étaient assez surpris du succès de Voyages et qu'ils seraient peut-être enclins à bosser un peu plus sur cette nouvelle boîte d'édition qu'ils ont montée ensemble. Alors, pour le prix du jeu, vous ne le voyez pas ici, mais directement sur le petit ascenseur que vous voyez là, 4 livres, je le disais tout à l'heure, soit environ 5 € à peu près, peut-être un peu plus, entre 5 et 6 €, ça dépend du taux de change actuel, et le jeu vous sera donc envoyé pour sa première et sa deuxième map en PDF une fois la campagne terminée. Donc en gros, d'ici quelques semaines, même pas, un peu moins d'ailleurs, puisque on est à 8 jours de la fin de la campagne, donc dans une semaine et demie, vous aurez votre jeu prêt à imprimer. Il faudra juste vous munir de 3D et d'un crayon de papier, ou plus si vous jouez à plusieurs. Voilà pour Voyages. Pour avoir un peu plus de détails, on vous donne rendez-vous pour le mardi, je pense, ou le mercredi au pire des cas, pour un petit gameplay avec Xavier. En tout cas, pour l'instant, Voyages fait un très très joli succès avec 4090 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne, soit 16 842 livres engrangés, ce qui est déjà beaucoup pour un print and play. On continue avec Harakiri Blades of Honor, un jeu coopératif qui nous vient d'Espagne, et de Barcelone plus précisément, et de Synergic Games, qui est un nouvel éditeur, en tout cas un primo-porteur sur Kickstarter, jeu attendu quand même depuis un paquet de temps. On en avait d'ailleurs déjà parlé en septembre, si je me souviens bien, de la grosse vidéo des projets les plus attendus de la fin d'année 2021. Qui est à ce jour la vidéo qui a été la plus visionnée sur la chaîne. Donc on en fera certainement une pour les projets les plus attendus du début d'année 2022, je pense, dans les premières semaines de l'année à venir. Ici, donc Harakiri, gros projet avec beaucoup de matos, beaucoup de miniatures, dont une ici que vous voyez qui est absolument magnifique. Ce dragon est magnifique. On est actuellement à 2714 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne et on a déjà engrangé 522 000 €. Il en fallait 100 000 pour financer le jeu, c'est largement fait. Pour l'instant, vous le voyez, le jeu est disponible en anglais et en espagnol uniquement, donc pas de version française pour l'instant. Ceci dit, ils sont très présents si vous êtes sur le forum de Quoud, ils sont très présents et ils discutent en français avec nous, donc est-ce qu'il y a une chance de voir le jeu en français? C'est pas tout à fait impossible d'après moi, mais ça reste à confirmer. Alors, vous le voyez, on a déjà aussi 21 stretch goals débloqués, mais ça, on verra un petit peu plus tard. Alors, donc, Harakiri, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu en campagne, coopératif, qui vous place dans un univers un peu fantaisiste du Japon de l'ère féodale. Fantaisiste dans le sens où c'est blindé de monstres en tout genre et de divinités également. Un jeu pour lequel une partie vous durera, voilà, c'est ça, 60 à 150 minutes. Pour un 4 joueurs, vous pouvez très bien jouer au jeu en solo, bien évidemment, pour 14 ans et plus, parce que c'est quand même des thématiques assez, vous pouvez l'imaginer via la boîte, assez violentes, assez lugubres, c'est d'ailleurs très sombres. Et ça vous propose bien entendu de faire donc de l'aventure, de l'exploration, bien évidemment, et beaucoup de combats, vous l'aurez certainement imaginé. Alors vous aurez des personnages différents pour chacun des joueurs autour de la table. Ici, on voit par exemple Akira et Tomoe, les autres on ne les voit pas très bien. Et bien entendu, il y aura une certaine dimension d'asymétrie, puisque chaque personnage aura des capacités qui lui sont propres, que vous pourrez aussi améliorer ou modifier grâce à certains équipements, par exemple. Le plateau central a l'air d'être, ma foi, très joli. Il reprend ici visiblement une région isolée du Japon. Et vous pourrez ensuite, après avoir pénétré sur ce territoire assez large, eh bien, explorer le contenu de tel ou tel comment dirais-je, compartiment de la région que vous serez amené à visiter avec certains bâtiments, par exemple, des rencontres et bien évidemment beaucoup de combats. Et si on parle beaucoup de Harakiri, c'est aussi beaucoup pour ses miniatures. Vous en voyez ici quelques-unes. On voit d'ailleurs Nyx, qui est un crossover avec le jeu Midara, qui avait fait un énorme succès sur Kickstarter. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le présenter véritablement en profondeur. Nyx, qui est également le pseudo d'un YouTuber français que je vous recommande très souvent. Est-ce que d'ailleurs ça vient de ça? Je ne saurais pas vous dire. Peut-être.
On en voit encore d'autres qui ne sont pas encore débloqués. Par exemple, on aura ici une Yamamba. Assez marrant parce que d'ailleurs, dans les années 2000, début des années 2000, les Yamamba, c'était aussi les jeunes filles japonaises qui se maquillaient énormément avec beaucoup de, comment dirais-je, de bronzage, comment dirais-je, de machines à bronzer, avec du maquillage très très blanc pour contrebalancer. C'était assez étrange, pas spécialement très très joli. Ça a disparu entre-temps, mais ça venait à la base d'une sorcière descendant de la montagne. Et donc, bah, c'est plutôt cette version-là qu'on voit ici. Ensuite, on aura aussi des scénarios qui vont être débloqués prochainement à 540 000 €. Ça devrait arriver très prochainement. De nouveaux personnages, de nouveaux monstres également. Et là, en vert, vous voyez ceux qui ont déjà été débloqués. Par exemple, ici, Hanako, des cartes d'exploration. Euh, Awandaon, alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai jamais entendu ça en japonais. Bref. Ensuite, on a aussi Akane, on a des cartes de divinités japonaises qui ont été débloquées, Goryo, etc. Bref, tout un tas de miniatures et de nouvelles cartes, avec ici de nouveaux équipements également, qui ont été débloqués. Le Tengu, enfin bref, je vous laisse découvrir ça. On a beaucoup de miniatures qui sont généralement très joliment réalisées. Alors là, ce sont peut-être encore des renders en 3D plutôt que des vraies impressions, je ne saurais pas trop vous dire a priori, mais en tout cas, ça a l'air d'avoir vraiment de la gueule, c'est très joli. Alors, descendons un petit peu plus dans la campagne pour le What's in the Box. Alors, le Ronin Pledge, le Lonin Pledge en japonais, pour 109 €. Alors, attention, là, ils vous disent, en magasin, le MRSP, donc le prix conseillé en magasin, est à plus de 275 €. Ça veut dire que c'est à moins de 50% du prix en magasin. Ça me semble être un écart énormissime. Je ne sais pas s'il faut prendre ça un petit peu avec des pincettes. Je pense que oui, mais ça me semble vraiment beaucoup. Après, je ne sais pas. 109 € donc pour le Ronin Pledge, qui contient donc quelques héros. Ici, vous voyez avec Tomoe, Hikaru, Akira, Hattori, et ensuite tout un tas d'ennemis, bien entendu, avec des Akaname, des Kappa, bien entendu, des Ashigaru, des Kachi. Bref, tout ça qui vient énormément de la mythologie japonaise. Pas que, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui venaient d'autres régions asiatiques, comme la Chine, mais pour l'instant, sur la page, on n'en a pas encore vu. Alors, continuons à descendre. On a aussi 500 cartes et des plateaux pour les monstres, et bien sûr pour les joueurs également. Des plateaux pour l'intelligence artificielle qui gérera les personnages. 39 cartes d'intelligence artificielle pour les boss, 44 cartes d'initiative, 84 cartes de forgeron pour améliorer vos équipements, 120 cartes d'aventure, 60 cartes de marché, 4 cartes de kami qui sont des divinités japonaises, comme ici Izanami, Amaterasu qui est la créatrice un peu du Japon, Dosojin, Hachiman, etc. On a 55 cartes d'influence du shogun, 60 cartes de mission, 8 cartes de lieux secrets et 97 cartes d'événements qui arriveront durant la phase d'exploration. Ensuite, on a une map énorme qui est assez costaud, hein, j'ai l'impression. Je n'ai pas la taille affichée ici, mais j'ai l'impression qu'elle est assez costaud sur la table, avec une région enneigée et puis une région un peu plus verdoyante, semble-t-il. Ensuite, on a également 10 tuiles double face qui viendront composer donc, les différents villages que vous irez explorer, peut-être certains bâtiments aussi, je ne sais pas encore. Et puis ensuite, tout un tas d'autres composants comme des dés visiblement custom, des dés un peu plus classiques pour le ki. Ensuite, plus de 200 tokens. Là, il y en a en masse. Plus, bien entendu, un livre de campagne, un livret de règles, bien entendu, et puis un petit booklet pour chaque personnage, ce qui est plutôt sympa aussi. Et puis au-delà de ça, bien sûr, quelques petits cercles de plastique pour aller y apposer vos miniatures et les déplacer sur la carte. Ensuite, on aura tout un tas de stretch goals dans une boîte supplémentaire, j'ai l'impression, qui sera le acte 2 Haraki, The Emperor's Legacy. Et puis ensuite, une autre boîte avec tous les SG, des miniatures en SG, qui s'intitulera Fear and Hope, donc la peur et l'espoir. Pour les miniatures, vous en apercevez encore quelques-unes ici. Vous voyez ce dragon, il est magnifique. Il rappelle un peu Shenron dans Dragon Ball Z d'ailleurs. Il fera 17 cm de haut, donc grosse miniature. Et les plus petites feront du 38 mm, donc un peu plus classique. Ensuite, vous en voyez quelques exemples ici peints. Donc on a des exemplaires déjà produits du coup, hein. C'est vraiment des prototypes, c'est pas du render 3D là, c'est des prototypes peints et elles sont vraiment très bien réalisées. C'est vraiment de très belles miniatures. Celle-ci a l'air d'être particulièrement complexe et pourtant elle a vraiment de la tronche aussi, hein. Très joli boulot et je ne suis pas connaisseur en miniature pour autant. Ensuite, on a un pledge supplémentaire
199 € cette fois-ci, qui vous permet d'économiser encore 10 €. Et apparemment, en magasin, ça coûtera 375 €. De toute façon, ils l'ont dit que le jeu n'atteindrait pas les boutiques, donc pourquoi avoir un MSRP? C'est peut-être la version online, parce que généralement c'est MSRP, là c'est EMSRP, je ne sais pas à quoi correspond le E, c'est peut-être leur boutique, donc le E comme e-commerce par exemple, c'est peut-être le prix auquel ils vendront le jeu une fois sur leur site, parce qu'apparemment il n'atteindra pas les boutiques, hein, je le répète. Donc 199 € pour un pledge Kami, une pledge divin, quoi, pour avoir la boîte de base avec l'acte 2, donc Emperor's Legacy, plus Fear and Hope, plus 2 autres extensions, Wrath of the Gods et Jubei's Curse. Donc attention, hein, les 2 premières boîtes ici qui sont en To Be Revealed sont, je crois, hein, déjà disponibles dans le pledge de base. On va remonter un peu plus haut quand même. Là, on ne le voit pas, mais c'était inclus en dessous, voilà, plus All Unlocked Stretch Goals. Donc ces 2 boîtes-là sont dans le pledge de base, hein. Par contre, si vous voulez les 2 extensions ici, Wrath of the Gods et Jubei's Curse, là, par contre, il faudra débourser un petit peu plus pour le Kami Pledge. Alors, que contiennent ces extensions, me direz-vous? Ces extensions, plutôt en français. Eh bien d'abord, 2 nouveaux héros, avec ici Mulan, et c'est là qu'on entre en territoire un peu plus chinois que japonais. Mulan, l'héroïne chinoise, vous connaissez tous grâce notamment au film de Disney, mais aussi Sun Wukong, qui est en fait la version originale de Son Goku, hein, dont est dérivé donc, le manga Dragon Ball Z, même si ça n'avait plus rien à voir très rapidement avec l'œuvre de base. Les pérégrinations... Ah, j'ai oublié la suite du titre, mais les pérégrinations vers l'ouest, ou un truc comme ça. Ensuite, Guan Yu, Daji également, donc 4 nouveaux héros. Des bêtes sacrées également avec le Byakko, un tigre blanc. Genbu, qui est une sorte de tortue avec un serpent qui l'entoure. Suzaku, très célèbre aussi dans la mythologie japonaise. Et puis Seiryu, le dragon sacré, qui a vraiment, vraiment de la gueule. Ça aussi, pour ceux d'entre vous qui apprécient peindre les miniatures, ça doit être vraiment un sacré plaisir à peindre ça. Ensuite, on aura aussi un livre de campagne en plus, 36 cartes de mission supplémentaires, 32 cartes d'intelligence artificielle pour les boss, tout un tas de cartes supplémentaires, je ne vais pas toutes les faire non plus. Ensuite, on passe à l'autre extension, Jubei's Curse, avec un nouveau héros en la personne de Jubei, donc une sorte de Ronin, lui aussi, un samouraï, ainsi que des ennemis, comme ici Haruoki, je ne connais pas, mais ça a l'air d'être un Oni un peu sous amphétamine. Ensuite, on a aussi le Oni King, donc le roi des Oni. Les Oni sont les démons dans la mythologie japonaise. Énorme, hein, 127 mm de haut, donc 12 cm et demi de haut, particulièrement costaud, et là aussi à peindre, ça va être un sacré plaisir. Et en plus de ça, on aura des secret boxes, donc quelques boîtes apparemment qui seront amenées à être ouvertes durant la campagne et qui dévoileront de nouvelles miniatures ainsi que de nouveaux composants. Donc un petit aspect legacy si l'on veut. Au-delà de ça, on aura un nouveau livre de campagne pour Jubei et de nouvelles cartes de boss. Vous l'aurez compris, ça reprend un petit peu le même schéma d'une boîte à l'autre. Ensuite, on a encore un pledge supplémentaire, le Honor Pledge à 309 €, 510 une fois qu'il sera disponible sur leur site, pour donc la même chose, plus cette fois-ci un artbook, des dés supplémentaires, une miniature de Son Wukong sur son nuage volant, et puis cette fois-ci le plateau principal en néoprène plutôt que en carton, ainsi que plus de 1300 sleeves premium, donc de bonne qualité, pour l'ensemble du jeu. Mais bon là, par contre, 309 €, ça commence à faire très 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 cher quand même, il faut être honnête, hein. Après, si vous voulez prendre les différentes extensions en add-on, vous le pouvez aussi, mais c'est un petit peu moins intéressant financièrement, bien évidemment, de les prendre à l'unité plutôt que de les prendre toutes d'un coup. Par exemple, l'extension Wrath of the Gods coûtera 50 €, pareil pour Jubei's Curse, et ensuite pour le artbook c'est 25, pour les sleeves c'est 45, etc., etc. Je vous laisse découvrir ça tranquillement. Ensuite, les game highlights, on vous dit un peu en quoi consiste le gameplay. On a d'abord une phase d'aventure où on va explorer donc, un très très vaste territoire. On va essayer de découvrir aussi certains lieux et bien évidemment certains ennemis qui s'y trouvent. Ensuite, on va faire évoluer son personnage et son équipement, ainsi que l'affinité avec votre Kami, puisque en fait vous aurez un système de, comment dirais-je, de combinaison entre votre personnage et un kami, donc une divinité, pour vous rendre plus puissant. Et puis à partir de là, vous allez encore vous ouvrir d'autres horizons et vous aurez à choisir votre chemin
vous êtes relativement libre, c'est un bac à sable. Donc à vous de choisir votre chemin. Est-ce que vous plongerez plus en avant dans votre histoire de personnage, personnel, ou est-ce que vous chercherez à renforcer la connexion avec votre Camille et cetera? À vous de voir, ça a un petit côté, livre dont vous êtes le héros, bien entendu. Ensuite, on a une phase d'exploration avec un zoom in, donc bien évidemment quand on arrive dans un nouveau lieu, on peut aller zoomer dessus et découvrir un village, peut-être un bâtiment et cetera, qui vous permettra, de contrecarrer les plans du Dark Shogun, donc le shogun des ténèbres, ainsi que ses minions, donc ses petits sous-fifres et ses machinations. Il y aura bien évidemment tout un tas de combats qui utiliseront un système de dés, comme c'est souvent le cas. Ensuite, les attaques, bien entendu. On pourra activer des skills, donc des compétences de personnage, hein. Je vous l'ai dit au début tout à l'heure, ce sont des skills, des compétences uniques pour chaque personnage. On aura aussi des events, donc des événements customisés selon le scénario, sur votre progression, sur votre personnage également. Il y aura tout un tas de décisions à prendre, bien évidemment. Et donc en 7e point, vous voyez ici le Harakiri. Est-ce qu'on va vraiment se trancher le bide? Alors pas vraiment, mais si rien ne se passe comme prévu, vous pourrez faire ce sacrifice final et prier votre dieu, votre kami, de vous aider, même si ça pourrait potentiellement vous coûter une partie de la progression de votre personnage. Donc c'est pas une mort définitive, mais ça peut avoir un impact assez négatif sur l'avenir de votre personnage dans l'aventure. Voilà, ça en fait du matos et ça en fait des choses à dire aussi sur Halakili. Pour l'instant, je ne crois pas avoir vu de vidéo en français de Halakili, et bon, pas de version française annoncée pour l'instant. Ah si, remarquez, je me trompe, on voit ici une ici. Oui, ici par Higi TV, certainement plutôt spécialiste de miniatures que de jeux de société à proprement parler, puisque je ne connais pas. Présentation des règles et avis sur Halakili. Donc allez voir ça, écoutez, j'irai voir moi-même de quoi il s'agit. Vous en avez pour 48 minutes de présentation, de la mise en place, les figurines, le mode aventure. Écoutez, ça a l'air d'être une vidéo plutôt bien exposée, avec le mode exploration, et cetera. Non, non, pour ceux qui sont intéressés par Halakili, je conseillerais d'aller voir la vidéo de Higi TV, ça a l'air d'être plutôt pas mal foutu. Il y a déjà beaucoup de commentaires, même un d'ailleurs de Synergic Games eux-mêmes. En français, je vous l'ai dit d'ailleurs. Donc après, est-ce qu'ils vont quand même nous produire une petite version française? Ce serait quand même sympa, d'autant qu'ils ont tendance à participer beaucoup sur Quad, notamment en français. Donc ce serait quand même dommage de ne pas avoir une version en français. On verra bien. Donc voilà l'équipe de création. Bon, ça, on va passer assez rapidement. On va aller voir directement du côté du shipping. Alors, le shipping pour la zone Europe numéro 1, dans laquelle vous trouverez la Belgique, le Luxembourg, mais pas la France. Ce sera donc 25, 35 ou 38 selon votre niveau de pledge. La France se trouve dans le niveau 2, ici, France continentale. Donc 27, 37, 39, ça rajoute 2 € pour chaque pledge par rapport à la zone 1. Pour la Suisse, ça fera 29, 37, 40. Pour le Canada, nos amis canadiens, où sont-ils? Voilà, 39, 42, 44. Là, ça pique méchamment par contre. Et pour nous qui sommes au Japon, on pourrait se dire, bon, c'est un jeu sur la mythologie japonaise, est-ce que ça coûte pas un petit peu moins cher? Mais non, pas du tout, parce qu'en fait, on est ici dans la zone à 5 étoiles pour l'Asie, soit 60, 75, 77 €. Ouch! Bon, autant vous dire qu'on va certainement pas y aller de notre côté. En tout cas, moi, j'irai pas. Xavier a tendance à être beaucoup plus, généreux sur ses dépenses envers les jeux de société que moi. Il en prend des beaucoup plus gros, des beaucoup plus touffus. Donc, peut-être après tout, mais je pense pas. Très honnêtement, avec des frais de port de ce niveau-là, ça fait quand même très mal, surtout pour un jeu qui se veut être dans, l'univers, japonais. Donc ça, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Mais bon, que voulez-vous? Ensuite, n'oubliez pas également que pour la France, pour l'Europe, on aura également la TVA à aller ajouter par-dessus, donc la TVA pour la France de 20 et donc ils vous mettent même le prix avec TVA, donc pour le Ronin 163, pour le Kami 283, pour le Honor 418 €. C'est un jeu extrêmement cher. Alors vous l'avez vu, hein, le matos a l'air fou, les miniatures sont magnifiques, il y a vraiment beaucoup de contenu, donc ça peut se justifier en partie. Ce qui peut se justifier plus difficilement, c'est de mettre quand même 420 € sur un jeu. Après, chacun voit midi à sa porte. On n'aime pas. Les aficionados de ce genre de gros jeux en campagne se laisseront peut-être tenter. En tout cas, vous le voyez, déjà 2730 backers à 10 jours de la fin de la campagne. Ça devrait certainement aller chercher aux alentours de 4000, 4500 d'ici la fin de la campagne, j'imagine, voire peut-être 5000.
En tout cas, on est déjà à 525 000 € d'accumulé, donc très joli succès pour Halaki, c'était prévisible, même si on risque d'aller encore un peu plus haut. Il reste donc 10 jours à la fin de la campagne, à vous de voir si vous en êtes et à quel niveau de pledge. Je serais curieux de savoir, donc dites-le nous en commentaire. On continue avec Formula 21 GP, disponible en français, comme vous l'indique ce petit drapeau ici. C'est un projet polonais qui vous permet, bien évidemment, comme vous l'aurez compris assez rapidement, ne serait-ce que par le titre, mais également par l'illustration de base, de prendre place dans le cockpit d'une Formule 1 et de faire tout un tas de courses, bien évidemment. Ça a l'air d'être un jeu beaucoup plus poussé qu'on ne pourrait le penser de prime abord, dans le sens où ça a l'air d'être un peu plus technique que bien des jeux de course, comme par exemple celui qu'on avait vu très récemment. J'ai perdu son nom, ça y est. Mémoire de poisson rouge. Quel était son nom déjà? A few moments later. Megapulse. Voilà, ça m'est revenu enfin. Megapulse. Donc très loin de Megapulse ou encore d'ailleurs de Flamme Rouge, ça a l'air d'être un jeu un peu plus poussé en termes de mécanisme, beaucoup plus technique, et ça devrait ravir en cela beaucoup de joueurs de jeux de course qui voudraient un truc un petit peu plus péchu, un petit peu plus technique, un petit peu plus expert finalement. Pour autant, attention, Formula 21 GP n'est pas encore financé. On est actuellement à 40 000 €, ce qui est loin, loin, loin d'être ridicule, mais ils ont fixé pour une fois n'est pas coutume, un seuil de financement réaliste, comme c'est souvent le cas sur Kickstarter, où on voit souvent des jeux se faire annuler alors qu'ils ont atteint leur seuil de financement. Ici, ils ont mis la barre assez haut avec 80 000 €. Ça devrait pouvoir se faire. Généralement, j'ai tendance à dire que quand on atteint à peine la moitié après une semaine de campagne, c'est que c'est mauvais signe. Mais pour un seuil de financement aussi conséquent, c'est pas totalement impossible. Ça prend juste un petit peu plus de temps, mais ça reste jouable, je pense. On verra. C'est quand même pas garanti, c'est un peu poussif. On est désormais à 440 contributeurs environ, à 19 jours de la fin de la campagne. Je le répète, français disponible, hein. Alors, descendons un petit peu pour voir de quoi il s'agit. Donc, Formula 21 GP, c'est un jeu de course, bien évidemment, où vous aurez la possibilité de jouer de 1 à 6 joueurs, avec des parties d'environ 45 minutes, je crois, mais le compteur n'est pas forcément très lisible. Est-ce que le rouge, c'est tout ce qui n'est pas concerné? Auquel cas, c'est entre 0 et 45 minutes, je pense que c'est ça. Allez savoir. C'est bien pensé d'avoir mis un compteur, mais ce n'est pas forcément le plus lisible des choix. Et donc, âge 9+. Donc, bon, je disais tout à l'heure que c'est un peu plus profond, un peu plus technique que Flamme Rouge, par exemple, mais ça reste très abordable, vraisemblablement, puisqu'on propose de le jouer à partir de 9 ans. C'est juste que ça inclut certaines choses qu'on n'attend pas forcément tout de suite dans un jeu de course, à savoir, par exemple, des accidents. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Alors, allons descendre un petit peu plus bas. Le pledge de base, vous le voyez ici, il est à 75 €. C'est le pledge standard. Il vient donc avec 68 tuiles de circuit, hein. Vous allez composer vos circuits un peu à la manière d'un Flamme Rouge. Le jeu de base s'accompagne de 6 sets, donc pour autant de joueurs potentiels, avec donc 6 petites miniatures de voitures, une miniature aussi pour la voiture de sécurité sur les circuits de F1, des plateaux individuels bien entendu, des tokens de ERS qui est un des mécanismes des F1. L'ERS, c'était quoi déjà? C'est pas le frein, c'est je me demande si c'est pas l'aspiration, je me souviens plus très bien. Bref, tout un tas de tokens pour les mécanismes de F1, de la F1 moderne, des tokens de paramètres spéciaux pour vos voitures, etc., etc. Donc tout un tas de tokens. Ensuite, bien évidemment, des cartes. On est beaucoup sur de la gestion de main de cartes, avec des cartes d'événements, des cartes de risque, des cartes d'information et des cartes d'action qui sont la majorité. Ensuite, on a un contrôle panel avec des cartes de temps, de météo donc, un drapeau à damier. Ensuite, un marqueur de dégradation de vos pneus, il y a un E après le P, de pneus, non de pneus, pardon, excusez-moi. Un pit marker donc pour les stands, peut-être, hein, j'imagine. Ah, quoi qu'on nous dit que c'est pour les bots, donc pour les voitures contrôlées par l'intelligence artificielle. Un token de météo, un token de standing water, donc peut-être de flac pour éviter les accidents, etc. Un marqueur de yellow flag, donc de drapeau jaune pour les accidents. Ça, c'est plutôt sympa d'avoir intégré quand même les accidents qui apparemment sont une partie prenante du jeu. Ensuite, on a d'autres tokens dans tous les sens, comme des pénalités, des dommages, etc., bien entendu. Plus 10 tactiques de bots qui sont requises pour le solo. Donc apparemment, un solo qui a l'air d'être développé de manière satisfaisante, puisqu'apparemment, il y a différentes tactiques pour l'intelligence artificielle et le bot. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Le contenu, vous le voyez ici, donc un plateau individuel, c'est un plateau d'un joueur, avec donc tout un tas de choses à gérer, avec les performances de vos pneus par exemple. J'imagine que c'est une question des vitesses d'embrayage, etc., des paramètres. Donc il y a tout un tas de trucs à gérer. Ça, c'est plutôt bien pensé. On a donc une miniature, des tokens pour les pneus, on a des tokens aussi pour les différents paramètres spéciaux, etc. Donc c'est plutôt bien présenté de ce point de vue-là. Ça a de la gueule. Donc voici pour les 6 pardon, les 6 plateaux et leurs miniatures. Bon, tout ça est très, très similaire, bien évidemment, il n'y a pas d'asymétrie apparemment. Ah, quoique si, écoutez, je dis peut-être des conneries, regardez. On a ici du 0 à 4, 0 à 4, 0 à 3 avec un P, 0 et 2 avec un P plus un BB+. Donc si, il y a peut-être une certaine forme d'asymétrie quelque part. Je ne me suis pas plongé assez en profondeur dans le jeu pour vous en parler. Ensuite, on a donc la safety car, donc la voiture de sécurité qui intervient lors d'un accident et derrière laquelle les voitures doivent rester pendant que la piste est dégagée. Ensuite, donc les 68 tuiles que je mentionnais tout à l'heure pour construire vos circuits, sachant qu'on aura des circuits prédéfinis, qui sont des circuits issus du vrai championnat de F1, et puis vous pourrez également laisser libre cours à votre créativité pour construire de nouveaux circuits un peu à la façon d'un flamme rouge du coup. Par exemple ici, vous avez le circuit de Hongrie, le circuit d'Autriche, le circuit du Bahreïn, du Portugal, de l'Italie, de l'Australie, du Brésil. Donc bref, vous avez tout un tas de circuits déjà disponibles et puis vous pourrez en rajouter par-dessus. Vous pourrez certainement essayer de reproduire des circuits selon votre bon vouloir, si tant est que les tuiles vous le permettent. Ensuite, les cartes d'action, on en a 74, vous le voyez ici. On a ensuite des cartes d'événements qui vont venir influencer le déroulement de la course, beaucoup de cartes d'incidents apparemment. Ensuite, des cartes de risque pour, j'imagine, des pannes de frein, etc., qui vous emmènent à faire un arrêt au stand obligatoire. Ensuite, des cartes de météo. La météo va changer et elle va bien entendu influencer la course, l'adhérence de vos pneus sur la piste, etc. Et puis ensuite, 10 cartes d'information sur le temps qui change, sur les débris sur la piste, sur le drapeau jaune qui a été dévoilé, etc. Des tokens, un contrôle panel, ensuite les stratégies de l'IA, donc de l'intelligence artificielle si vous jouez en solo, certainement disponible aussi si vous ne jouez qu'à 2 ou 3 personnes, ils peuvent apporter comment dirais-je, des coureurs alternatifs contrôlés par l'intelligence artificielle, j'imagine, un peu à la manière de Flamme Rouge là encore. Ensuite, on a des Kickstarter exclusifs et des add-ons gratuits. Ici, par exemple, on aura un plateau de tour le plus rapide. On aime bien quand même voir quand on suit un peu la F1, ce qui n'est pas mon cas, mais j'avoue que ça fait partie des trucs un petit peu sympas dans la F1 de voir chaque tour qui réussit à battre le temps de qui, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Des tokens d'équipe. Bon, là, par contre, ils ne sont pas formidables, les plateaux, enfin, les petits tokens d'équipe. Ça aurait pu être un petit peu plus personnalisé avec des faux noms d'entreprise, etc. Mais bon, ça, c'est quand même assez peu de choses. Ensuite, on aura le Full Grid Add-on qui inclut donc 4 plateaux de joueurs individuels ainsi que 4 voitures supplémentaires, j'imagine. J'imagine que c'est encore plus de matos pour jouer à plus de joueurs peut-être. Ensuite, on a un petit encart How to Play pour découvrir un petit peu de quoi il s'agit. Tout ça est illustré par plusieurs vidéos de chez Ducks Game, qui est l'éditeur du jeu. Donc, je vous invite à aller voir les différentes vidéos qui sont relativement courtes sur YouTube, qui vous présentent notamment le Game Mode Sprint, donc le mode Sprint, le mode Grand Prix, bien évidemment, et puis également la comparaison entre le Sprint et le Grand Prix. Le gameplay vous est présenté ici également. Ensuite, passons un peu plus bas, vous avez un petit peu de gameplay concernant le mode sprint et le mode Grand Prix, bien évidemment, pour le solo notamment. Ensuite, les vidéos arriveront plus tard, vraisemblablement. Pour ce qui est des pledges, 99 €, c'est le pledge de base, donc le Rookie Pledge, avec donc le jeu de base, plus cette petite extension Full Grid, plus apparemment une extension pour le track, donc les pistes, les circuits que vous serez amené à construire. De là à dire que les différentes tuiles de composition du circuit seront dans une boîte différente, je ne sais pas, mais peut-être, potentiellement c'est le cas, je ne sais pas. Pour 125 €, vous aurez accès au Pledge Champion, qui, bien sûr, en plus de ce que vous avez déjà, ajoutera un playmat. Alors, le playmat sert à quoi? Pour l'instant, je ne saurais pas vous dire. On le découvrira certainement au fur et à mesure des actualités du jeu. Mais là, pour l'instant, comme ce n'est pas une partie du circuit, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Peut-être que c'est là-dessus qu'on va aller apposer les différentes tuiles pour construire le circuit, mais ça nécessiterait quand même un gros playmat, donc je ne saurais pas trop quoi vous dire. Pour 5 €, on aura la Green Safety Car, donc la voiture de sécurité verte, donc une version alternative de la voiture déjà présente.
29 € pour l'extension Track, donc je pense que c'est exclusivement une extension, donc en fait vous aurez déjà suffisamment de tuiles dans la boîte de base pour jouer tranquillement, mais vous avez à disposition une Track Expansion qui est de toute façon disponible dans le Rookie Pledge, de toute façon, et qui vient inclure 40 nouvelles tuiles de parcours avec des virages, avec des lignes droites, etc. Ici, d'ailleurs, vous voyez ce que ça vous permet de faire en plus. Là, vous avez à gauche un exemple de circuit classique que vous pourrez ensuite allonger grâce à l'extension. Vous voyez, c'est le même circuit, ça reste exactement le même circuit, mais allongé sur toutes ces parties. Donc, ça permet de jouer peut-être un peu plus longtemps, de faire des parties plus longues, peut-être avec plus de joueurs également, je ne sais pas. Ensuite, descendons, on aura également dans cette boîte, visiblement, des autres circuits présentés, comme ici le circuit des USA qui a l'air particulièrement sinueux, assez méchant. Et la Turquie également, plus sympa. Le playmat, alors, donc le playmat, à quoi sert-il? C'est un playmat en 160 par 90, donc assez large, mais sans être extraordinairement grand non plus. C'est juste une illustration de fond, apparemment, pour avoir plus d'immersion lors de votre course. Ok, pourquoi pas, mais j'ai l'impression quand même que ça ne couvrira pas l'ensemble des circuits quand même. Donc, est-ce que si ça dépasse, ça va pas un petit peu bizarre? Je ne sais pas, on verra. J'ai pas le compas dans l'œil. Les stretch goals, on passera plutôt sur ce point-là lors du suivi du menu crowdfunding. La description du jeu, bon, vous aurez compris, il s'agit d'un jeu de course, je ne vais pas repasser là-dessus. Vous aurez à gérer au mieux, bien sûr, tout ce qui est phénomène d'aspiration, de dépassement également, de vitesse optimale dans les virages, etc. Attention aux accidents également. Ici, peut-être un petit point juste sur les mécanismes de jeu. La conduite, où on aura à gérer nos vitesses à passer, et puis bien sûr la vitesse que l'on atteint. Ensuite, une gestion des pneus également, et du contrôle de, comment dirais-je, tout à l'heure j'ai sorti le mot, il ne me revient pas, l'adhérence par exemple des pneus. La zone de DRS qui vous permet d'accélérer, de débloquer un boost de moteur. Apparemment, ça existe dans la F1 depuis, je sais pas, 5-10 ans peut-être, parce que je ne connaissais pas quand je suivais un tout petit peu, parce que mon père suivait, donc je suivais un petit peu passivement la F1. Ça n'existait pas, je crois, à l'époque. Ça doit être assez récent, le DRS. Je crois que c'est une sorte de boost qui vous permet, quand vous êtes à une certaine distance de la voiture qui vous devance, d'aller un peu plus vite. C'est une sorte d'aspiration, j'imagine. Ensuite, le combat au coude à coude lorsque vous êtes en passe de dépasser un de vos adversaires, où il va falloir construire une sorte de momentum. Ensuite, charger votre ERS et utiliser toute l'énergie accumulée pour le dépasser. Il y aura toute une gestion de la météo, bien évidemment, avec un temps qui va changer en cours de partie, en cours de course, et qui, bien évidemment, aura un impact sur le jeu, sur la partie. Ensuite, des cartes de risque avec, bien entendu, le drapeau jaune qui va amener la voiture de sécurité et qui ralentira toute la course, bien évidemment, mais également des débris, des petites flaques d'huile pour une perte d'adhérence potentielle de vos voitures, et puis bien entendu des pit stops, donc des arrêts au stand, comme toute bonne course de F1 pour aller réparer votre voiture, changer les pneus, etc. Vous avez ici une petite vidéo de présentation en français par Je Découvre, donc par Musino. En fait, ce n'est pas une vidéo, mais deux vidéos, vous voyez ici sur sa chaîne, une de présentation et une où il joue le mode solo. Donc, je vous invite à aller voir la double vidéo en fait de Musino pour en voir un petit peu plus sur le gameplay. En tout cas, je crois qu'il avait l'air d'être assez séduit. Ensuite, passons directement maintenant aux frais de port. Les frais de port, alors pour la France, pour la Belgique, ce sera donc du 20 € plus 3 € par copie supplémentaire. Donc là, encore une fois, c'est l'occasion de faire des pledges groupés, puisque c'est uniquement 3 € de plus pour chaque boîte, jusqu'à 5 boîtes supplémentaires, donc un total de 6 boîtes. Donc c'est quand même assez généreux de leur part, parce que ça ajoutera maximum 15 € de plus, soit 35 € de frais de port pour 6 boîtes. Vous divisez ça entre tous vos potes, et ça permet d'avoir un frais de port quand même beaucoup, beaucoup réduit. Ensuite, pour le Japon, juste par curiosité, j'ai regardé tout à l'heure, 55 €. Quand je vous dis qu'en général, c'est quand même plus cher chez nous que chez vous, c'est même parfois beaucoup, beaucoup plus cher chez nous que chez vous. C'est le cas ici présent, 55 € de frais de port. Xavier était pas mal tenté parce qu'il est un petit peu à la recherche de son jeu de course. Moi, j'ai Flamme Rouge qu'on adore, qu'on aime beaucoup, mais lui n'a pas encore de jeu de course pour le moment. Il en avait eu un avec le jeu de Roxley,
dont j'ai oublié le nom, ça va être Steampunk Rally Fusion, je crois, si je me souviens bien, mais qui nous avait finalement pas tellement plu et qu'il avait revendu après une seule partie. Donc, je sais qu'il serait intéressé par Formula 21 GP, mais les frais de port pour le Japon à 55 €, c'est quand même un sacré repoussoir. Bref, ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Formula 21 GP disponible en français. Ceci dit, pour l'instant, je le répète, hein, le jeu n'est pas encore financé, on est à 440 contributeurs, il reste 19 jours pour atteindre le double du financement auquel on est pour l'instant bloqué, c'est-à-dire 40 000 €. Et on termine ce menu, ce 30e menu crowdfunding par Borderlands Mr. Torg's Arena of Badassery. Projet pas en français malheureusement, mais qui nous vient donc bien évidemment de la célèbre licence de jeux vidéo Borderlands, qui je crois compte à l'heure actuelle 3 épisodes me semble-t-il, mais vous demanderez à Xavier pour confirmation, parce que Xavier est un gros fan de Borderlands. Pour ça, ceci dit, il faudrait déjà qu'il regarde la partie de la vidéo en question, parce que oui, il est fan de Borderlands, mais Xavier n'aime pas beaucoup les adaptations de jeux vidéo en jeux de plateau. Donc j'imagine que ça l'intéressera assez peu. Ceci étant dit, on a déjà accumulé 822 000 $ sur 80 000 de financement, enfin de seuil de financement, pour 6 200 contributeurs déjà à 19 jours de la fin de la campagne. Autant vous dire que c'est déjà un très joli succès, bien plus d'ailleurs déjà que Skyrim, alors que la licence est moins célèbre que Skyrim. Donc, ça dit quelque chose quand même de la campagne de Skyrim, même si c'était aussi sur GameFound, qui était un petit peu moins de gens sur GameFound que sur Kickstarter pour l'instant. Bref, il s'agit ici, je crois bien, d'un jeu coopératif, oui c'est bien ça, un jeu coopératif dans l'univers très déjanté de Borderlands. Là, vous voyez le petit Early Bird des 48 premières heures. Malheureusement, au moment où vous verrez cette vidéo, le Early Bird est déjà terminé. Donc, vous n'aurez pas accès au Early Bird. Ce Early Bird vous aurait permis d'accéder à un nouveau boss que vous voyez ici, une sorte de gros oiseau. Je connais très mal l'univers de Borderlands, donc je ne saurais pas vous dire, ça ressemble un peu à un dindon ou une dinde, je ne sais pas. Vous me direz si vous connaissez bien l'univers de Borderlands. En théorie, ce serait plutôt Xavier qui devrait vous présenter ça, parce que moi, j'y connais rien. Alors, donc, jeu coopératif avec, vous le voyez, masse de miniatures dans l'univers très déjanté de Borderlands. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc jouable en solo comme bien souvent les jeux coopératifs, pour 13 ans et plus, et pour des parties d'environ 1 heure. Donc jeu coopératif relativement court. On nous présente directement les niveaux de pledge. On passe directement au pledge de base, qui est donc le pledge Arena Casualty, 85 $, mais attention, il sera théoriquement à 120 $ une fois qu'il atteindra les boutiques. Vous le voyez ici, on a déjà pas mal de miniatures, elles seront 45. Alors des miniatures de héros et des miniatures d'adversaires, bien évidemment, vous vous en doutez, avec différents coloris. J'imagine que les héros sont ici en gris, ce qui vous laisse toute l'amplitude de peindre comme vous le souhaitez. Et puis ensuite, j'imagine que les ennemis, les monstres, etc. sont d'autres couleurs pour les différencier plus simplement si vous n'avez pas envie de les peindre. Ensuite, on aura également 80 tuiles double face qui sont en fait des hexagones qui viendront composer en fait le plateau principal, en gros, hein, sur lequel vous vous aventurerez. Ensuite, en plus de ça, on a aussi un livret de règles avec une campagne qui est incluse. On a également ici les fiches de personnages avec Amara, Mordecai, Salvador, Moz, je ne saurais pas très bien les prononcer parce que je ne connais pas l'univers de Borderlands. Plus de 400 cartes, des dés, tout un tas de tokens que vous voyez ici également pour le loot notamment. On aura bien évidemment des armes, des munitions, des médocs, et puis ici un truc de Torg, je ne sais pas très bien de quoi il s'agit, des announcements, donc j'imagine que ce sont des événements particuliers. Donc bref, tout un tas de cartes, on en a plus de 400 au total. Ensuite, on a un deuxième pledge intitulé True Badass. Donc badass, je ne vous le traduirai pas, je pense que c'est relativement compréhensible. Donc un vrai badass, un vrai dur à cuire en gros, pour 135 $ contre 180 une fois que le jeu arrivera au magasin. Cette fois-ci pour un total de 71 miniatures contre 45 tout à l'heure si je me souviens bien. Alors vous avez donc les mêmes miniatures que tout à l'heure bien évidemment, avec les 45 que nous avons vus précédemment, mais j'imagine qu'il y en aura encore plus, les voici, donc 15 ici Skag. On aura peut-être aussi d'autres héros, j'imagine, avec Krieg, Psychopose 3, Claptrap, Maya, Lilith, Zero, Brick, et puis d'autres adversaires avec des poses différentes apparemment.
le fameux Headshot Psycho, qui est un peu l'effigie du jeu, je crois. On voit souvent la pose comme ça. Il me semble que c'est le personnage un peu phare, même s'il a une assez peu grande importance dans le jeu à proprement parler. Bref, voilà pour le pledge à True Badass à 135 $, donc plus de miniatures, plus de matériel, plus de nouvelles tuiles double face, une nouvelle extension Big Game, grâce à laquelle vous pourrez aussi sortir donc les SCAG, ici les 15 SCAG, et puis de nouvelles cartes également qui viennent l'accompagner, plus tout un tas de stretch goals qui viendront enrichir la campagne au fur et à mesure. Par exemple, ici, on a Scar Bounty, Chief Bounty, j'imagine que ce sont différents scénarios, peut-être pas des campagnes, mais des scénarios alternatifs, j'imagine, avec bien entendu toutes ces miniatures que j'ai mentionnées tout à l'heure. On continue un petit peu plus bas avec le pledge, enfin pas le pledge, mais add-on The Ravenous Water Gobbler, qui est donc le early bird des 48 heures, qui sont déjà terminés, et donc vous pourrez encore acquérir pour 20 $. Donc malheureusement, si vous l'avez raté, il faudra dépenser un tout petit peu plus. On a également le Skags at the Gate pour 45 $ supplémentaires pour avoir donc l'ensemble des miniatures de Skags et la campagne qui va avec. Mais bon, à ce prix-là, autant aller prendre le pledge numéro 2, donc True Badass, puisque finalement, vous en aurez un peu plus pour votre argent que simplement ici les Skags, que vous voyez ici, donc avec le petit livret qui va avec, les tuiles supplémentaires, etc. Vous pourrez aussi faire l'acquisition de tokens en acrylique plutôt que les tokens en carton de base pour 25 € supplémentaires, plus 30 tokens d'action, plus 30 tokens de loot également, donc le loot étant les récompenses que l'on trouve dans le monde de Borderlands ou bien d'autres jeux d'ailleurs. Donc via des rencontres, via la confrontation avec des adversaires, vous pourrez aller récupérer leur équipement, etc. Ensuite, pour 30 $, on aura également des modèles 3D Monster Fight Club Objective Pack, donc différents outils que vous pourrez aller recueillir au fur et à mesure de la campagne. J'imagine que ce sont des objectifs à atteindre et les ramener dans votre base. Bon, bref, ça n'a pas une grande importance, c'est purement esthétique ici, et ça coûte assez cher quand même, il faut bien le dire. 30 $ les 6 miniatures, même si elles sont très détaillées et qu'elles sont en exemplaire unique, c'est un petit peu cher quand même. Ensuite, toujours dans le Monster Fight Club Obstacles Pack, cette fois-ci c'est Obstacles, donc ce sont des obstacles, ici donc tout un tas de pneus et de barils, encore une fois 30 $, c'est purement esthétique, ça n'a pas grand intérêt, mais bon, l'esthétique ça compte quand même pour beaucoup d'entre nous, je sais que ça devrait séduire pas mal de gens qui devraient ne pas s'en dispenser, parce que bon, quand on a quand même généralement envie sur les gros jeux à campagne comme ça, avec en plus un univers assez fort comme c'est le cas de Borderlands, d'avoir tout l'attirail, de prendre un all-in, même si on ne sort pas tout, c'est quand même tentant, il faut bien le dire. Le How to Play, je passe un petit peu là-dessus. Vous avez la possibilité de télécharger le livret de règles, en anglais ceci dit bien évidemment. On vous précise un petit peu comment fonctionne le jeu, mais là je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je pense que vous aurez compris en gros de quoi il s'agit, même s'il y a bien évidemment certains mécanismes, comme ici le Reaction System, qui sont un petit peu différents potentiellement de ce qu'on a précédemment vu sur des jeux de campagne de ce genre-là, mais je vous laisserai découvrir un petit peu plus en détail par vous-même, et si jamais vous voulez des détails parce que vous n'êtes pas spécialement anglophone, vous pourrez demander en commentaire et je les expliciterai lors d'un suivi du menu crowdfunding un mercredi dans les semaines à venir. Mais bon, je vais le laisser découvrir, je pense que c'est à peu près accessible, c'est pas très compliqué en soi. Ensuite, en plus de ça, de toute façon, si vous êtes encore sur la campagne et sur ce pan de la vidéo, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de version française ne vous fait pas particulièrement peur. Donc, a priori, vous devriez pouvoir lire ça par vous-même et comprendre. Alors, donc, on passe un petit peu, on va aller directement voir du côté des frais de port. Si j'arrive à les trouver, voilà, les voici. Les frais de port pour le Canada est à 25,30 pour le Pledge Arena Casualty et 30,40 pour True Badass, donc un tout petit peu plus cher, entre 5 et 10 €, 10 $ pardon, de plus si vous prenez le Pledge en édition Deluxe, dira-t-on, enfin en all-in si on veut. Et pour l'Union européenne, ce sera 30,35 ou 35,40, donc c'est un poil plus cher si vous prenez le Arena Casualty, et plus ou moins la même chose si vous prenez le True Badass, théoriquement. En plus de ça, la TVA sera imposée dans le Pledge Manager, donc n'oubliez pas ce petit facteur supplémentaire qui vient ajouter évidemment au prix de base. Donc voilà pour Borderlands, Mr. Talks Arena of Badassery, dans l'univers de Borderlands bien évidemment,
Un jeu qui devrait séduire tous les fans de la licence, j'imagine, sauf ceux comme Xavier qui sont un peu récalcitrants aux adaptations de jeux vidéo en jeu de société. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Désolé d'être passé un petit peu rapidement sur le gameplay, que j'ai même carrément zappé en fait. Mais bon, je pense que ça restera à votre portée assez largement. Je pense que ça reste assez classique dans ce genre de jeu, comment dirais-je, coopératif, avec beaucoup de cartes d'action, des capacités uniques selon le joueur que vous aurez, enfin le personnage que vous aurez choisi, des confrontations avec des dés, des tokens, du loot. Ça reste assez classique. Je pense que c'est pas la peine de rentrer énormément dans les détails. Voilà pour Borderlands, dernier jeu de la journée. Ce qui veut bien dire que ben, le nouveau menu crowdfunding numéro 30 est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi cette semaine encore, même si vous êtes un petit peu moins nombreux depuis 2 semaines parce qu'il n'y a pas des masses de projets, il faut bien être honnête. Mais cette semaine est un peu plus chargée, donc peut-être qu'on repassera un chiffre un peu plus intéressant. Récemment, on fait 350, 400, alors qu'on est plutôt récemment sur du 500, 600 sur les dernières semaines. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, mais je ne m'attends pas à des gros scores d'ici la fin de l'année, même si on essaiera de faire quelques vidéos un peu plus classiques de fin d'année, de récapitulatifs peut-être, on verra bien. Et puis, comme je vous le disais, d'ici lundi ou mardi, une vidéo de présentation de Voyages. Il restera au moment de la vidéo 4 ou 5 jours pour pledger. Vous verrez, de toute façon, vous ne prenez pas grand risque, ça coûte 4 livres à peine. C'était juste l'occasion de vous présenter une vidéo sur le jeu en français, puisque pour l'instant, il n'y en a pas encore. Et je sais que quand même, il y a pas mal de gens qui apprécient les roll and write, même si on est peut-être un peu moins nombreux à apprécier les print and play. Moi, je sais que ce n'est pas mon cas, mais ce projet-là, je sais pas, il y a un petit truc qui m'intéresse. Donc on verra bien si ça se confirme. J'ai déjà imprimé quelques copies qu'on essaiera donc un petit peu demain, peut-être moi en solo, peut-être avec ma femme si elle accepte de jouer un petit peu avec moi. Et puis donc lundi avec Xavier où on testera le jeu avec une petite vidéo certainement assez courte. Sur ce, je vous remercie à nouveau d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. On a passé les 500, mais on est toujours très joyeux de voir ce chiffre progresser jour après jour. Donc, n'hésitez pas à vous rajouter à la bande des abonnés. Avant de l'oublier, je vous dis également qu'on aura une autre vidéo en plus de Voyages qui devrait arriver peut-être demain ou après-demain. Je sais pas, on verra, ça dépend de Xavier essentiellement pour le coup. J'en avais déjà parlé lors du suivi du menu crowdfunding. Il s'agit d'un nouveau format mensuel qui s'appellera Patron l'addition. Donc, guettez la chaîne, mettez la petite cloche éventuellement si le contenu vous plaît et que vous êtes tenté de voir ce nouveau format. Et puis, bah, d'ici là, je vous dis à la prochaine.